Troisième rendez-vous sur échange d'expériences. Et ce que j'aimerais aussi, c'est que, à la lumière de cet échange d'expériences, on puisse identifier les points de force pour la suite de vos actions respectives. Avant de parler de vos lives à vous, est-ce que vous avez un commentaire, un sujet, une question par rapport à tout ce qui a été échangé ce matin? Le micro est ouvert, prend la parole qui veut. Monsieur Lebrun s'était exprimé déjà sur un point ce matin. La donnée appartient à l'usager. Oui, j'ai pas vraiment eu la réponse pour savoir si, quand on avait transmis nos données de santé, elles continuaient à nous appartenir ou si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Enfin, on l'aura un jour, il ne faut pas s'inquiéter. La propriété juridique aussi. Oui. Ouais. Parce que c'est lié, le droit est très lié après à la notion de propriété. Complètement. Non, je voudrais simplement compléter un peu ce qui a été dit ce matin, puis après je ne dirai plus rien, parce que ce n'est pas vraiment des échanges d'expérience. Si, vous allez parler de l'enquête intéressante. Je vais parler un peu d'une enquête, oui. Donc c'est pour dire le décalage entre ce qui s'est passé donc, avant le lancement l'ouverture de lancement global de Mon Espace Santé, et les tests qui ont eu lieu l'année dernière dans les 3 départements qui étaient concernés. On avait manifestement, là je parle d'un sondage auprès des gens qui, enfin c'est un peu comme vous cet après-midi, qui sont motivés, qui sont responsables associatifs, qui sont représentants usagers. Il y avait un vrai enthousiasme l'année dernière dans les 3 départements pilotes, parce que manifestement, Mon Espace Santé, c'était un progrès énorme dans le fonctionnement avec le DMP qu'on avait connu. Et donc, il y a eu un engouement, je dirais un peu théorique, parce que ce n'était que dans 3 départements, mais sur l'ergonomie, sur le fait aussi que dans Mon Espace Santé, on pouvait introduire ces données, alors qu'on avait un peu de mal à le faire, où c'était très limité dans le DMP. Bon, ça c'était l'année dernière. Je me suis dit, bon, ça a peut-être évolué. Et effectivement, les choses ont évolué. Donc moi, j'ai réinterrogé la semaine dernière 30 responsables d'associations de patients pour savoir comment ils voyaient Mon Espace Santé aujourd'hui. Eh bien, dans les 30, il y en a la moitié qui ne l'ont pas ouvert. Alors, pas qu'ils n'étaient pas intéressés, mais simplement, ils ont été un peu échaudés par le DMP, où ils n'ont jamais réussi à voir ce qui devait être écrit finalement par leur médecin généraliste, il faut le dire. Bon, et puis où il n'y avait pas grand-chose comme données, enfin comme données des hôpitaux, etc. Bon, il y avait de la pharmacie. Et donc, leur discours à eux, c'est de dire, attendez, quand ça marchera, quand il y aura ce qu'il faut dedans, on ira. Bon, donc ils n'étaient pas complètement négatifs. Ouais. Mais non, mais il y a de l'intérêt à recréer, donc du coup. Quoi? Il y a de l'intérêt à recréer. Oui, mais du déceptif à expliquer. Pas aujourd'hui. Alors, il y en a l'autre moitié qui l'avait ouvert, Mon Espace Santé. Eh bien, c'est la même réaction. Ils l'ont ouvert, ils l'ont alimenté eux-mêmes, ils ont rajouté leur petite vie, leur petit dossier de santé. Ils ont, pour beaucoup, fait beaucoup de travail, parce que c'est possible dans Mon Espace Santé d'amener des informations qu'ils ont fait eux-mêmes. Et puis après, ils se heurtent au fait qu'il ne se remplit pas. Mon Espace Santé ne se remplit pas. Alors pourquoi il ne se remplit pas? Moi, je pense que c'est une question de rythme. C'est pas une volonté, mais dans la pratique, il va falloir un temps fou pour amener les données. Et ils en veulent beaucoup, alors un peu à leur médecin généraliste, moi je suis désolé de le dire, mais c'est vrai, mais à l'ensemble, je dirais, des acteurs de santé. Ils ne comprennent pas pourquoi à l'hôpital, on ne leur envoie pas les données sur Mon Espace Santé. Ils ne comprennent pas pourquoi les labos n'envoient pas Alors, il y en a qui le font, certes, il y a toujours des... Mais ils ne comprennent pas ça. Et donc, ceux-là aussi, ils disent... Donc, l'autre moitié, ceux qui l'ont ouvert, ils disent, de toute façon, maintenant, on va attendre aussi un peu que ça se mette bien en route avant de s'en occuper. Ouais, donc, moi, je trouve que c'est plutôt mitigé. Alors, bon, c'est des assos de patients, hein, c'est des responsables d'assos, c'est pas représentatif de l'ensemble des citoyens. Mais on peut quand même s'inquiéter sur l'ensemble des citoyens. Bon, enfin, je pense que les choses vont... Il faut être patient. C'est un peu ce que Doctin a dit ce matin, mais bon, jusque quand on va attendre, je ne sais pas. Il faut vraiment que les hôpitaux se mettent en route. Hein. Enfin, je veux dire... Enfin, moi, il me semble. Hein. Et d'abord, ça servira aussi pour les professionnels, parce que on l'a bien dit ce matin. Mon Espace Santé, c'est pour le parcours. Et le parcours, il concerne l'usager lui-même, puis il concerne les professionnels qui sont autour de l'usager. Vraiment, on ne peut pas faire de parcours. Bien sûr, à la ville et à l'hôpital. Ouais. S'il manque l'hôpital, s'il manque ça, comment faire un parcours?
Ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ah, mais c'est déjà pas mal. Alors, comment vous voyez les choses, docteur Demory? Alors, je fais un petit peu d'histoire. Il y a 24 ans, on a lancé une expérimentation qui s'appelait une expérimentation rythme, qui liait à la fois un hôpital local, qui était l'hôpital d'Armentières, le CHU de Lille et 45 médecins. On a répondu à un appel européen sur un fonds FEDER. On avait choisi cette structure parce qu'elle correspondait, à titre de comparaison, à des systèmes qui fonctionnaient dans les autres pays européens. Danemark, Portugal. Voilà, alors Danemark, plus de Portugal, 8 pays. on avait 5 sites avec lesquels on a travaillé. Quand on a commencé l'expérimentation, on a été tout de suite soumis à un énorme obstacle. C'est que quand on a sorti mon nom, mon prénom et mes passages au CHU, j'étais référencé 27 fois avec des identités différentes, des adresses différentes, des dates de naissance mal recopiées, etc. J'avais donc au sein, rien que d'un seul hôpital, le CHU de Lille, 27 dossiers différents ouverts à mon nom. On a dépensé à l'époque, c'était en francs, 2 millions de francs pour regrouper cet agenda. Et on est arrivé à 7 identifiants, rien que sur une personne. C'est-à-dire que le frein à tout ce que tu décris actuellement, c'est le NIS, ce fameux numéro qu'on attend individuel, sécurisé, qui va s'installer, qui est en train de s'installer, et qui va demander un travail gigantesque, que ce soit dans les structures hospitalières et dans les cabinets médicaux. Quand vous allez venir chez votre médecin, à partir dans quelques mois, à chaque consultation, à chaque nouvelle consultation, nous allons devoir vérifier sur un serveur national ce fameux NIS pour l'intégrer à notre dossier patient. À partir de ce moment-là, avec cette identification, effectivement, envoyer des éléments de façon sécurisée sur un seul dossier existant, ça deviendra facile. Et jusqu'à présent... Pourquoi on ne fait pas les choses dans le bon ordre? C'est ça, c'était l'élément essentiel. Ça fait 10 ans qu'on travaille dessus, ça y est, c'est fait. Ça a été très compliqué à mettre en place, mais ça y est, c'est un outil qui était indispensable. Ensuite, pour qu'on puisse envoyer facilement des documents, il faut que les documents qui sortent de nos logiciels métiers soient compatibles entre eux. Bien sûr. C'est-à-dire qu'un confrère installé dans une autre région puisse récupérer les données, les intégrer, et les ouvrir et les intégrer à son dossier de façon cohérente. Ça va se mettre en place dans les mois qui viennent. Tous nos éditeurs nous ont fait signer ce mois-ci des bons de commande pour la mise à jour de tous les logiciels métiers. Pas tous, 80%. Et il y a 20% de médecins qui vont rester compatibles. 20% de dossiers qui vont rester en rade, pour lesquels des dossiers orphelins, sur lesquels les médecins vont devoir réinvestir dans des nouveaux logiciels. Donc ça, c'est 2 points essentiels pour nous permettre d'envoyer facilement les documents. Et alors là, c'est Pierre-Marie Laurin, c'est des bonnes réponses à vos 50%? C'est la bonne réponse, c'est-à-dire que... Prenez le micro. C'est-à-dire que finalement, l'assurance maladie, elle a mis en route son système en se disant, à un moment donné, il faut démarrer, quoi. Elle a fait quelques promesses de date qu'on a crues, qui n'ont pas été complètement tenues, mais globalement, c'est tenu, c'est même pas la question. Mais ce qu'on n'avait pas bien compris, c'est que tout ça, ça allait s'étaler dans le temps, ça allait mettre un certain temps. Et donc, les représentants usagers qui étaient les plus motivés dans cette affaire par rapport à ce dossier, forcément, ils l'ont ouvert et puis ils voient qu'il ne se passe pas grand-chose pour l'instant. Alors, nous, comme on pense que c'est très important ce dossier, on dit faut attendre. Mais voilà, donc vous avez l'explication là. Alors après, pour les hôpitaux, moi j'ai compris que les explications sont aussi encore un peu différentes de celles-là. C'est plus compliqué encore pour l'hôpital parce qu'il va falloir trier ce qu'on envoie, ce qu'on n'envoie pas. Moi, j'avoue que... C'est-à-dire que nous, on sort d'étudier Prédis là, pendant une paire d'années dans notre région. On en a maintenant, on en aura la casquette de tout ça, quoi. Parce que franchement... ça marche. Maintenant, il faut que ça marche. Donc, c'est tout. On fait confiance dans le nouveau système. Mais... Alors, sur l'aspect hospitalier, vous avez une réponse? Non, pas pour le dossier hospitalier, pour l'espace santé. Si on ne veut pas que ça soit un grand foutoir, il faut que les données soient classées. C'est ce qu'on appelle le volet de synthèse médicale. Ce volet de synthèse médicale, la profession s'est engagée à le remplir pour 50% des usagers en ALD dans l'année ou les 2 années qui viennent et 90% dans les 3 à 4 ans. Donc c'est déjà un point important. Par contre, ce volet de synthèse, pour l'instant, ça sera un PDF. Ça veut dire que les données, elles ne sont pas analysables.
elles ne sont pas liées. Elles ne sont pas liées les unes entre elles. Ça, c'est autre chose. C'est le volet de synthèse médicale structuré. Et il faut que toutes les données soient structurées. Ah, et ça, c'est un énorme travail. C'est complexe. C'est complexe. Ça existe dans beaucoup de pays européens. Ouais. Moi, je travaille avec l'hôpital de Jan Hipperman en Belgique. Ça fonctionne. Les courriers ne font pas plus d'une page et toutes les données sont structurées. D'accord. Nous, on est encore habitués à des courriers qui sont des littératures et qui ne sont pas faciles à sortir une donnée structurée. Mais c'est tout un travail de l'ensemble de la profession à tous les niveaux. De l'ensemble de la chaîne, voilà. Parce que s'il y a un maillon qui ne joue pas le jeu, c'est mort. C'est mort. C'est mort. Y a-t-il d'autres remarques, commentaires sur ce qu'on a entendu ce matin? Ça va, madame? Oui? Non? Messieurs? Je voudrais poser la question, avant d'ouvrir le bal autour de vos expériences, d'un sujet qu'on n'a pas évoqué sur l'ouverture de mon espace santé. Tiens, d'ailleurs, ce matin, ce midi, on est quelques-uns à y être allés, et puis le site est en maintenance. Oui, un sujet qu'on n'a pas évoqué, je l'abordais avec Christelle Prieur. Pourquoi elle n'est pas là, d'ailleurs, Christelle? Alors, si, on a encore une, mais elles sont à deux. Ouais. Bon, il n'y en a pas une qui veut venir tout de suite ou non? Vous viendrez lorsque ce sera votre tour, comme vous voulez. Non, parce qu'on évoquait le sujet des publics vulnérables. Les personnes en situation de fragilité mentale, physique, elles font comment et avec qui pour ouvrir leur espace santé? Qui veut me répondre? Oui, moi je veux bien répondre, si ça marche. Oui, on m'entend. Je vous remercie de me donner la parole et bonjour à tous. Vous l'avez prise en l'occurrence. Oui, très bien. Et vous faites bien. En fait, pour faire la transition avec ce matin, moi j'ai l'impression, je représente ici le médico-social, des services SMS, comme on le dit dans notre jargon, et notamment de services ambulatoires qui accompagnent des jeunes enfants et jeunes adultes, donc 3-6 ans à 20 ans, en situation de handicap. Vous êtes Yann Glacé. C'est Monsieur Glacé, oui. Et vous êtes directeur du pôle Césade de l'Aisne. Sur le territoire de l'Aisne, donc le 02. Et j'ai l'impression, entre les échanges de ce matin et de ma réalité, et de la réalité des équipes que j'accompagne, qu'il y a un fossé énorme. On est tous les professionnels que je représente aujourd'hui, sont tous convaincus du numérique, de la nécessité d'aller dans le numérique, des plus-values, mais aussi des enjeux de l'accès au numérique pour eux, dans leur pratique professionnelle, parce que c'est quand même un changement assez fort de leur quotidien, mais aussi de l'impact pour les usagers qu'on accompagne, les usagers vulnérables, fragiles, donc les usagers eux-mêmes, mais aussi l'entourage. Et on entend beaucoup parler aujourd'hui du DMP, de mon espace santé. Aujourd'hui, je dois reconnaître que pour les professionnels que j'accompagne, y compris pour les usagers qu'on accompagne, c'est le cadet de leurs soucis. Aujourd'hui, ce qu'ils souhaitent, c'est d'avoir une réponse. Et les professionnels qui les accompagnent aussi. Alors, les professionnels sont convaincus de cette nécessité de fluidité de l'information, parce qu'on accompagne à une continuité de parcours. Notre objectif, c'est d'éviter les ruptures. Donc, pour éviter les ruptures, c'est aussi d'avoir une continuité dans l'information, que l'information arrive au bon endroit, au bon moment. Et ça, les professionnels sont convaincus de ça, de cette nécessité-là, mais ils n'ont pas aujourd'hui à connaissance et en maîtrise tous les outils pour pouvoir, donc déjà eux-mêmes, et pour pouvoir accompagner l'usager, son entourage, à l'accès à mon espace santé. Alors, quelles sont les pistes? Ça, c'est un premier écueil. Ouais, sur ce premier écueil, quelles sont les pistes pour Alors, là, on est, le résoudre? Peut-être pour expliquer un petit peu ce qu'on fait sur le territoire 02, pas comme ça arrivé... Ça n'arrive pas par hasard le numérique chez nous, ça fait des années qu'on y travaille, mais en fait, il y a eu un vrai coup d'accélération à travers la pandémie et notamment le Covid, et où on a une période... Ça nous a obligés à réinventer nos modes d'intervention parce que l'établissement médico-social fermé, les interventions au domicile en ambulatoire très contraintes, il a été nécessaire pour nous de reconfigurer complètement l'accompagnement aux soins notamment, mais aussi psycho-éducatifs des professionnels envers les usagers. Donc l'accès au numérique, et notamment à la téléconsultation,
la téléconférence, c'est aujourd'hui, enfin c'est arrivé naturellement, et on a mis le pied dedans, pied à l'étrier comme ça, sans information, sans formation, on a appris sur le tas. C'est ce que je voulais vous dire. Ouais. C'est ça aujourd'hui. On a découvert Prédis. Les professionnels ont découvert Prédis. C'est comme ça que ça va se passer ou il y a d'autres manières de faire? Parce que là, on parle de massification maintenant. Hein. Bien sûr. Mais pour faire un petit peu d'histoire, voilà la base. Voilà ce à quoi on a été confrontés. Ce qui a eu un déclic chez nos professionnels du médico-social, mais je pourrais témoigner pour d'autres structures, aujourd'hui, qui se penchent assez sérieusement sur la question du numérique et de développer le volet numérique dans les accompagnements médico-sociaux. Donc notre première démarche, c'est de sortir un langage commun. De quoi on parle? Ça, c'est très important. Avant d'aller accompagner les usagers et leur entourage, c'est de pouvoir établir une définition commune de ce qu'est le numérique, de ce qu'est la santé en numérique, des outils qu'on pourrait utiliser, de ce qu'on va développer et de surtout comment on va les présenter, comment on va les faire vivre, comment on va acculturer les usagers et leur entourage. Concrètement, est-ce que vous avez la ressource humaine dans vos établissements pour ouvrir l'espace santé, le gérer, l'accompagner avec la personne? Aujourd'hui, on a les ressources. Les professionnels sont disponibles. Ça fait partie aujourd'hui intégrante de leur mission. C'est des missions complémentaires qu'on leur confie aujourd'hui. Sous-entendu qu'ils aient été formés, sensibilisés à la démarche. Encore 2-3 questions de cadrage et après on va venir sur vos histoires. On a une spécificité française qui est l'indépendance du patient, de l'usager. Elle est très forte. Le réfractaire gaulois. Est-ce qu'on va devoir un peu la rogner pour accélérer le déploiement du numérique et notamment de mon espace santé? Ou est-ce que c'est sacro-saint et on n'y touche pas? Bonjour à tous, moi je m'appelle Justine Berg et je travaille au Centre collaborateur pour l'OMS en recherche et formation pour la santé mentale. Je voulais juste revenir à la chargée de mission. À la question précédente parce qu'il me semblait important de relever que partir du fait que l'usager en fait n'est pas capable de faire, en fait on prend le problème un peu à l'envers. Il faut partir du moyen, que tout le monde en fait a ses capacités selon en fait l'acculturation qu'il a, l'équipement, la connexion qu'il peut en fait faire. Après, ce qu'on a pu aussi mettre vraiment en exergue à travers les formations qu'on a pu dispenser, on reviendra juste après sur ce dispositif, c'est qu'il manque vraiment un maillon dans la chaîne, que ce soit pour les professionnels ou pour les usagers ou pour les familles, qui manque quelqu'un en fait qui fait vraiment le lien entre le numérique, la santé mentale ou la santé en général, évidemment. Comment ? Oui, c'est qui c'est un métier qui n'existe pas. C'est quoi ce profil? C'est un médiateur? C'est quoi? Ce serait peut-être un médiateur numérique ou peut-être un père aidant spécialisé dans le numérique. Donc il y a plein de choses à repenser, mais qu'on soit en fait en précarité, malade, que ce soit somatique ou psychique, ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire en fait. Voilà, c'est surtout ça que je voulais relever. Et elles sortiront tout à l'heure l'arme fatale de Ma Santé 2.0, qui est une bonne réponse à ça. Ça me gêne quand même que vous restiez là. Non, pas vous? Bon, ok. D'accord, ok. Très bien. Ok, merci. Qui me répond à l'indépendance de l'usager, la sacro-sainte indépendance de l'usager versus l'utilisation de ces outils numériques? Ce ne sont que des outils. Je reprends, bonjour à toutes et à tous. Je reprends. Alors vous êtes? Alors, je suis Marie-Jo Froideval, usagère et également vice-présidente des Ch'tis Bonheur, le GEM, groupe d'entraide mutuelle, et également experte d'expérience et tous ces gros mots auprès du CCOMS. Je rebondis sur ce que vient de dire Justine. Justine, ce mot, faut pas croire qu'on ne peut pas faire. Et la mission des GEM, etc., ce n'est pas parce qu'on est en difficulté psychique qu'on ne peut pas. On a le droit, on peut. Voilà. Donc moi, je vais revendiquer à fond les gamelles. On peut. On n'est pas des sots. On a une cervelle bien remplie. Il suffit de la stimuler. Voilà. Ça commence comme ça. C'est votre disque dur à vous, quoi. Et le numérique, bravo.
Mais derrière, il y a toujours l'humain, ne l'oublions pas. Ah ben ça, on l'a bien entendu depuis ce matin, et heureusement, hein, bien évidemment. Ah, pardon, d'accord. Alors je vous en ferai une synthèse tout à l'heure, en 2 minutes. Bien sûr. C'est enregistré, au fait? Oui? Oui. Ah ouais. Ils me disent tous, oui, 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 très bien. Bon, ben voilà, vous pourrez bénéficier du replay. Alors, ce que nous allons faire, c'est reprendre vos expériences respectives, les unes les autres. Vous êtes arrivés, vous, hein? Oh là là, quelle histoire. Vous arrivez d'où? Amiens. Ah, c'est décidément, hein, les relations transverses dans les Hauts-de-France, c'est chaud. Hein. Ouais, dans son conducteur, il avait le Covid, donc son train a été annulé. Je suis vraiment désolée. Docteur Damy, ben non, c'est bien que vous soyez là. Hein. Vous êtes présidente de l'association des médecins coordinateurs du versant sud, hein, parce qu'on n'a plus le droit de dire Picardie maintenant dans les Hauts-de-France. Hein, en fait, sud. Nous, on a gardé Picardie parce qu'on aime bien notre indépendance, hein, oui. Des usagers. Alors, bonjour à tous. Je suis vraiment désolée, mais bon, c'est comme ça. Le Covid a frappé encore. Donc, je suis docteur Damy, je suis la présidente de l'association des médecins coordonnateurs de Picardie, qui existe depuis 2005. C'est pour ça qu'on a gardé Picardie avant la fusion des Hauts-de-France. Donc, on est 47 adhérents. Donc, c'est la plus grande association des médecins coordonnateurs des EHPAD en France. Donc, on est indépendant, on ne dépend d'aucune fédération. Nous, on a gardé notre indépendance. Je suis chef de pôle de gériatrie de l'hôpital de Corbie, qui est à 15 minutes d'Amiens. Donc, l'association de médecins de Picardie, en fait, on est 47 adhérents, mais les 47 gèrent 68 EHPAD. D'accord. D'accord. Et combien de résidents? Les résidents, on est à peu près à 427 résidents. Est-ce que vous avez nous dire à date combien d'espaces santé ont été ouverts? L'espace santé, non, vraiment, je ne sais pas la date exacte, mais nous, en fait, tout ce qui est la numérique, en fait, on ne l'utilisait pas avant, on l'a découvert avec le Covid. Mmh. D'accord. Ça nous est imposé. En fait, il y a eu quelques essais, quelques EHPAD qui ont été sollicités par l'ARS pour être des moteurs en Picardie. Mais la plupart des EHPAD de notre association n'utilisaient pas le numérique, la télémédecine avant le Covid. Alors, on reviendra hein, sur votre expérience. Là, je termine le tour de table parce que du coup, vous n'avez pas encore parlé. Bah, dites-nous un truc. Et puis vous aussi, monsieur. Truc. Alors, moi, je suis... Alors, déjà, pour rectifier l'orthographe, je suis Laurence Trouillet avec un R. D'accord. Et je suis déléguée départementale. Je représente l'association UNAFEM en tant que déléguée départementale, en fait. Ah oui, donc vous êtes toutes les trois là sur le même projet. Trio. Je comprends pourquoi elles ne sont pas là, parce qu'initialement, je vous laissais en salle et je vous faisais intervenir à la salle. Mais c'est pas grave, on est là voilà. comme ça. Voilà. Mais voilà, vous avez pris la place. Être là. Vous avez pris la place. Monsieur? Bonjour, merci pour votre invitation. Mais merci d'être là. Un ancien médecin généraliste, 37 ans de médecine générale, maître de stage d'interne en médecine générale et médecin coordonnateur depuis 13 ans. Très bien. Et Pierre-Marie Lebrun qui s'est présenté ce matin. Alors, ce que je vous propose, on va prendre 6-7 minutes sur chacune de vos expériences que vous allez nous raconter. Hein, on aime bien le storytelling de votre expérience. Et Christelle Prieur et Alexandra Crombé vont également se présenter. Donc Christelle Prieur, direction promotion de la personne et des ressources humaines sur l'Union départementale des Papillons Blancs du Nord, donc sur le champ du secteur handicap mental. Et on va vous faire part du projet Ma Santé 2.0 et de l'application numérique qui a été développée spécifiquement dans le cadre de ce projet. Alexandra Crombé, je suis coordonnatrice santé au Papillon Blanc Dunkerque, au centre d'habitat. Et donc, avec Christelle, présenter l'application le QI Santé, plus sur le versant l'expérimentation par les personnes accompagnées. Merci beaucoup. Alors, je reviens vers Bertrand Demery. Donc, vous nous avez identifié un frein énorme, mais qui va bientôt être relevé,
c'est celui du numéro unique d'identification NIC. NIS. NIS. NIS, ça c'est le premier point. Racontez-nous, parce qu'il est précurseur là, avec son histoire qui remonte à, redites-moi 24 ans. 24 ans. Il y avait le Wi-Fi à 24 ans? Alors, il y a 24 ans, il n'y avait pas le Wi-Fi. Il y a 24 ans, pratiquement un médecin sur deux n'avait même pas à son domicile un ordinateur. Donc, le premier travail, ça a été la formation. Formation à l'usage des outils numériques. Qu'est-ce que votre expérience peut nous dire aujourd'hui sur ce que vous êtes en train de déployer, le numérique à tous les étages dans la relation professionnelle-usager? Alors, je pense que on arrive à un stade où, justement, vous parliez tout à l'heure du Wi-Fi, vous parliez de la fibre, etc. On va arriver à un stade où l'ensemble des outils va nous permettre d'avoir des échanges de qualité et des échanges performants. Ce que ne perçoit pas chaque patient quand il vient dans notre cabinet, c'est que l'usage de notre logiciel de gestion de cabinet gère énormément de choses. La partie que vous voyez, c'est l'histoire de la carte vitale. Les patients pensent même qu'au sein de la carte vitale, il y a des éléments sur leur santé. Non, c'est simplement une qualification de leurs droits. C'est uniquement la qualification de leurs droits. Pour la NGEN, c'est en plus aussi le volet complémentaire. Mais c'est juste uniquement la carte vitale, la gestion des droits. Par contre, notre logiciel, c'est un outil extraordinaire. C'est déjà un outil qui nous aide à la prescription. Ça relève toutes les contre-indications. Quand on prescrit un médicament qui peut être contre-indiqué avec la pathologie, si elle a été rentrée dans le dossier du patient de façon structurée, les contre-indications liées à sa pathologie, les contre-indications liées à ses allergies et aussi les associations de médicaments, les incompatibilités. C'est aussi le recours à des arbres décisionnels. En cours de consultation, une anémie. Une anémie, c'est quoi? C'est l'hémoglobine qui a baissé. Ça, tout le monde sait le dire sur un résultat de prise de sang. Mon hémoglobine, elle est à 10, qu'est-ce que je fais? Eh bien, à partir d'une hémoglobine à 10, il y a tout un arbre décisionnel complexe pour arriver à un diagnostic. Dans ce cas-là, nos outils, notre système, notre logiciel, les outils qu'on a à côté, nous permettent d'affiner notre diagnostic. C'est aussi l'accès à des bases de données. Sur nos logiciels, on s'est abonné à des encyclopédies médico-chirurgicales pour certains, on s'est abonné à des revues totalement indépendantes comme Prescrire, qui nous permettent aussi d'affiner nos prescriptions. C'est aussi accès à une base de données mondiale qui s'appelle Medline. Donc, tout ça, c'est des outils avec lesquels on travaille au quotidien dans nos cabinets. Juste là-dessus, est-ce que ces automatismes, ces renseignements que vous permet, et c'est efficace, hein, la machine vous permet de mieux vous concentrer sur l'écoute et l'accompagnement du patient dans votre pratique à vous? Dans ma pratique personnelle, je pense que je distingue les deux temps. J'ai vraiment... Dans la consultation? Dans la consultation. J'ai un esprit à tiroir, je mets des petites cases, j'en ouvre un, je ferme l'autre. Il faut absolument avoir ce... Il faut pas être... On a connu les médecins geeks qui étaient au début de l'informatique uniquement branchés sur leur écran. Quand on les remplaçait, les patients nous disaient « Ah, vous ne vous servez pas de l'ordinateur, on va pouvoir discuter ». Ça a 25 ans, mes premiers remplacements, c'était ça. Ouais. Les vrais geeks, c'était ça, quoi. Ils étaient devant leur écran. Ils avaient le petit Apple, là, et voilà, ils étaient continuellement sur leur appareil parce que les logiciels étaient complexes, ils demandaient énormément de temps. Alors qu'actuellement, c'est du gain de temps. Si on prend 15 minutes pour la consultation, l'ordinateur nous fait gagner 30% du temps de la consultation, donc c'est 30% de temps consacré au patient. Et de l'enrichissement aussi. C'est de l'enrichissement aussi. Ouais. Donc voilà. L'outil numérique, c'est aussi, et vous l'avez vu avec la crise Covid, avant la crise Covid, on faisait en France 60 000 téléconsultations par an. L'objectif était d'arriver dans les 5 ans à 500 000. On est passé à 12 millions,
13 millions, même à la période la plus aiguë de la crise Covid, on est resté à 11 millions de téléconsultations. La téléconsultation, c'est aussi, dans certains cas, une facilité d'accès. Vous pratiquez, vous, hein? Alors, je pratique sur la téléconsultation. dermatologie, notamment. Alors, ça, c'est autre chose. Ouais. C'est un autre outil dont je voudrais vous parler, c'est la téléexpertise. C'est une appli? Alors, la téléexpertise en dermatologie, c'est le fait, après avoir suivi une formation, en 2 temps, hein, on a 2 modules de formation, les médecins doivent valider ces 2 modules de formation. À l'issue, on utilise une application qui nous permet de transformer notre smartphone en un dermatoscope. Le dermatoscope, c'est une loupe pour mieux photographier la peau. À partir de là, on va adresser sur une plateforme, on va adresser les images en accord avec le patient, des renseignements cliniques, et on obtiendra dans les 48 heures une interprétation par un dermatologue. Si c'est un dermatologue de proximité, la plupart du temps, il va s'engager à voir le patient. Si ce n'est pas un dermatologue de proximité, avec son premier diagnostic, on obtiendra très rapidement un rendez-vous auprès d'un autre dermatologue. C'est aussi ça le rôle du médecin généraliste. C'est du médecin traitant, c'est aussi d'orienter correctement le patient dans le système de santé. Ah oui, et puis d'intégrer tout de suite dans la chaîne de soins. Dans la chaîne de soins. Au bon endroit, au bon moment. Oui. Le bon soin à la bonne personne au bon moment. Ouais, et puis c'est notre avec célérité, quoi. Hein. Avec célérité. Il y a eu un petit débat ce matin là-dessus avec Madame Lefebvre notamment. Est-ce que vous envisagez de la téléconsultation avec des patients que vous n'avez jamais vus de visu? Alors, je ne pratique pas. J'ai des confrères qui pratiquent, qui ouvrent leur agenda de façon assez large. Moi, personnellement, non. Alors, j'ai 63 ans, je pense, oui, c'est ça? Non. Si, j'ai 63 ans. J'ai donc 30 ans d'expérience. J'ai 30 ans d'expérience de vie syndicale et d'accompagnement de confrères dans des conflits, dans des difficultés, etc. Et j'avoue que ce type de consultation avec des patients que je ne connais pas, sur le plan de vue de ma responsabilité, m'inquiète. D'accord. Personnellement m'inquiète. Bon, donc je ne pratique pas pour cette raison. Je crois que vous allez lui faire plaisir à Madame Lefebvre. Voilà. Eh bien oui, elle est là, elle vous applaudit. Je reviens juste à votre expérimentation. Quel est le principe de REM entre les praticiens, de rémunération? Alors, le principe de rémunération dans l'expérimentation qui est menée dans les Hauts-de-France depuis maintenant 5 ans, c'est une indemnisation du médecin qui adresse, qui est d'un montant de 14 €, parce qu'il y a du temps de monter le dossier, etc. Et pour celui qui interprète, c'est vraiment une responsabilité énorme. L'examen est complexe. C'est une rémunération de la valeur de la consultation à son cabinet qui est de 46 €. Actuellement, c'est financé par un fonds FIR. Ça rentre à partir du mois d'octobre dans un règlement, dans le droit commun, merci, dans le droit commun. Les tarifs seront différents, ils seront de 10 et 20 dans le droit commun. Quelles sont les préconisations de l'URPS, hein, vous êtes la structure qui représente la médecine libérale, l'URPS-ML, les préconisations pour le bon déploiement de mon espace santé en particulier, et de la relation numérique entre le médecin et le patient? Vous avez des travaux là-dessus, des règles? Qu'est-ce que vous on travaille sur plusieurs projets. C'est de ça dont de plusieurs projets. Vous parliez tout à l'heure de Prédis. Prédis, on y a beaucoup travaillé. Cette idée de pouvoir avoir pour les patients complexes un outil qui nous permet de faire une ligne de vie. Sur cette ligne de vie, on pourra percevoir tous les instants de santé, tous les événements de santé qui a trait au suivi du patient, et aussi tous les documents qui sont liés à cette ligne de vie et aux différents événements qui lui sont parvenus dans son parcours de santé. Pour nous, ça nous paraît un outil indispensable. On travaille aussi à l'usage de l'outil numérique dans le cadre de la coordination des soins au sein à la fois des médecins de santé pluridisciplinaires et aussi
au sein des CPTS. Dans les CPTS, les coordinations de territoire de santé pluriprofessionnelles, pour nous, cet outil, il est indispensable. C'est le maillon indispensable à la fois pour l'échange entre les professionnels, l'échange avec le patient et l'échange de données entre professionnels. D'accord. Alors, vous allez écouter maintenant Pierre-Marie Lebrun qui va nous parler d'une enquête que vous avez lancée en juin 2022 sur 3 départements dont la Somme, c'est ça? 3 départements dont la Somme, donc les 2 autres départements c'est Haute-Garonne et Loire-Atlantique, hein, c'est vos délégations régionales qui ont bossé là-dessus pour recueillir l'avis des utilisateurs. Alors, je ne vais pas être très long parce que j'en ai parlé tout à l'heure déjà, mais je vais juste détailler un petit peu. Il s'agit bien de l'avis de l'année dernière, en fait. Hein, on est en 2021, au moment où on a lancé l'expérimentation dans quelques départements. Les peu de gens qui ont répondu, d'abord, il y a peu de gens qui ont répondu, alors que normalement, enfin, on est un peu surpris, on a été un peu surpris, on a un réseau quand même national important, et donc il y a eu peu de réponses. Mais les réponses ont été enthousiastes, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui s'est passé quand même, c'est qu'il y a une telle évolution entre le DMP qu'on a connu et mon espace santé, que forcément, les représentants usagers, quand ils ont vu cette nouvelle façon de faire, de stocker des données, d'y avoir accès, d'échanger avec leur médecin, etc., ils y ont vu que des progrès dans cette affaire. Et en plus, d'utilisation beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à s'en servir, beaucoup plus facile de rentrer des données que n'était le DMP, où on pouvait pratiquement, enfin le patient ne pouvait pas faire grand-chose, il était assez passif par rapport à ça. Donc, il y a eu vraiment, je dirais, il n'y avait aucun avis contraire. Il y avait des petits problèmes pour ouvrir mon espace santé à l'époque, pour le mot de passe et tout ça. Mais bon, je veux dire, devant l'intérêt, il n'y a pas eu de souci. La seule petite bémol qu'il y a eu, c'était justement la partie pour rentrer dans mon espace santé à l'époque. Il fallait répondre, enfin ce qu'on connaît maintenant. Hein, donc on laisse, si vous laissez passer le temps, après vous êtes inscrit mais tout seul, mais il faut même confirmer. Il y avait l'opt-out. Il y a un petit peu de travail. Ça, il y avait des petites réticences là-dessus. Mais sur le produit lui-même, il n'y avait qu'un enthousiasme, je dirais, très très important. Mais je pense que ça venait de ce qu'on est connu avant, parce que ça fait quand même une paire d'années, on l'a dit ce matin, qu'on attendait quelque chose. Bon. Et ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je veux bien le redire, mais après, peut-être laisser parler ceux qui ont de l'expérience de terrain. Il y a un petit décalage avec ce qui se passe maintenant, quoi. Donc, manifestement, les mêmes, quand on les réinterroge aujourd'hui, ils voient que ça n'avance pas assez vite, ils voient que ce qu'on leur a vendu à l'époque, il va moins vite que prévu. Et donc, en fait, ils ont réouvert mon espace santé, les mêmes, et ils l'ont mis en stand-by en disant bah, attendez, maintenant on va attendre que les autres fassent un peu quelque chose, que les professionnels. Mais on a compris, hein, Bertrand Demory vient d'expliquer pourquoi ça ne se faisait pas aussi vite que ça. On va attendre qu'il se passe du nouveau, et puis on reprendra, on réintroduira, on se réintroduira dans mon espace santé. Bon voilà, c'est pas d'une gravité absolue, mais bah, quand même ça fait un peu bizarre quand même. Bon voilà. Oui, et puis des systèmes en déshérence peuvent vite mourir, quoi. Donc il faut, vite activer la chose quand même. Je sais pas, parce que je vous dis, le public là, c'est le public des représentants des usagers déjà. Donc moi je pense qu'eux ils retourneront. Je suis plus inquiet peut-être sur les citoyens eux-mêmes. Quand on en a parlé ce matin, quand ils verront qu'ils n'ont pas ce qu'ils cherchent, quand ils vont. Puis alors, enfin, Bertrand Demory, c'est un médecin exemplaire. Hein. Il faut toujours se méfier. Non. Mais méfions-nous de nos colloques. On avait Pierre-Marie ce matin là aussi. C'est toujours les mêmes qu'on voit. Hein. Et il y en a quand même des centaines d'autres à côté, hein, bon, qui font. Est-ce que vous avez des confrères qui disent même pas en rêve? Actuellement, non, je pense pas. Sincèrement, alors. Aussi, il y a quelques confrères très très proches de la retraite qui sont pas mis, etc. Mais sinon, non, la plupart. Vous voyez, la semaine dernière, j'ai une patiente qui m'a annoncé qu'elle déménageait au Canada. Elle me dit, docteur, je ne vais pas emmener mon dossier médical dans ma valise, etc. Je pars pour 1 an, etc. Est-ce que vous pouvez me faire une extraction de la totalité de mes données et de me les envoyer par boîte sur sa boîte mail? Effectivement, c'est possible. De mon logiciel, c'est possible. Sauf que l'ensemble des données que je vais lui transmettre
elles sont absolument pas sécurisées. Bon, elle m'a signé une décharge, ça ne me couvre en rien, je le sais bien. Mais j'avoue que si elle avait eu mon espace santé, je transmettais la totalité des données dessus. Elle partait avec, elle pouvait les consulter n'importe où. Donc, et effectivement, et moi je faisais un travail de qualité sécurisé. Et ça aussi, quand vous demandiez un petit peu les exigences de l'URPS, c'est la sécurité des données, la sécurité de l'archivage des données, la sécurité de la transmission, la sécurité sur l'identité de l'émetteur, la sécurité sur l'identité du récepteur. Et c'est sur le podium des préoccupations exprimées dans l'enquête de Pierre-Marie, puisque, quand vous posez la question des aspects que la personne met en avant sur mon espace santé, rassembler tous les documents médicaux, 2, la messagerie sécurisée, et 3, la sécurité. C'est ça qui vient. Bertrand ne dit pas aussi, c'est un médecin qui part en retraite et qui donne de nouvelles à personne sur ses dossiers, qui met un truc sur la porte comme quoi c'est fermé. Vous cherchez votre dossier médical, vous pouvez toujours bon, c'est pas évident du tout. Alors je dis pas qu'ils font tout ça, mais au moins on aura quelques données dans mon espace santé et on pourra changer de médecin éventuellement. Alors, je reviens vers le docteur Damy. Donc vous, la Covid vous a sérieusement challengé pour passer du côté obscur de la force. Merci. Oui, en fait, c'est les Covid qui nous a imposé, et heureusement, d'utiliser la télémédecine parce que le Covid, en fait, rien n'existait pendant le Covid à part le Covid. Toutes les maladies ont été oubliées, les suivis, tout ça. Et en fait, dans la région d'Amiens et aux alentours, on a des gros hôpitaux psychiatriques. Donc les EHPAD accueillent beaucoup de personnes présentant des maladies psychiatriques. Et ces personnes-là, ils avaient l'habitude d'être suivies par leur psychiatre ou par l'équipe psychiatrique toutes les semaines, tous les 15 jours. Et avec le confinement, on a vu beaucoup de décompensation. Du coup, ça s'est imposé. Ce sont les psychiatres qui sont venus vers nous parce qu'en fait, à chaque fois qu'on appelait, c'était « ben non, on ne peut pas les voir en consultation ». Du coup, ce qu'on déclenchait, c'était toujours l'hospitalisation sur demande d'un tiers. Et pour nous, c'était presque de la maltraitance d'attendre une décompensation et envoyer en psychiatrie. Du coup, on s'est réunis en visio avec les psychiatres, on a discuté sur la prise en charge optimale. Du coup, on a organisé des téléconsultations programmées entre les psychiatres et leurs patients. Et en fait, on s'est dit, pourquoi pas les autres spécialités ? Parce qu'avant, on travaillait qu'avec nos collègues par téléphone. Est-ce que tu peux m'envoyer une photo? Par exemple, le dermato, on le faisait que c'était pas sécurisé, on l'envoyait avec notre portable et tout ça. Donc le CHU d'Amiens a créé un logiciel dermatologique. Du coup, avec le Covid, on envoyait nos données aux dermatologues de garde qui nous envoyaient tout de suite la prise en charge. Donc sur le même principe que son expérience. Après, on a eu les chirurgiens orthopédiques aussi qui ont créé un logiciel pour envoyer les photos numériques de tout ce qui est radio. Ça nous évitait les passages aux urgences. Mais en fait, l'histoire, c'était quand même, ça a commencé avec la visio. C'est pas de la téléconsultation, de la télémédecine, c'était la visio avec les familles. Et on s'est dit, puisque ça marche avec les familles, ça a évité la décompensation aussi émotionnelle des résidents. Et de garder ce lien avec les familles, on s'est dit pourquoi pas toutes les spécialités. Malheureusement, toutes les spécialités n'ont pas été présentes. Donc c'est pour ça, ça bouge pas trop. Pendant le Covid, on a fait de la téléexpertise parce que en fait l'association faisait partie de l'appui gériatrique Covid. En fait, les EHPAD, ils appellent l'appui gériatrique pour avoir un conseil pour la prise en charge d'un résident Covid. Oui, vas-y, finissez. Donc, du coup, nous, on donnait notre expertise en tant que gériatre pour la conduite à tenir, malheureusement, aucun fin de vie pour éviter les hospitalisations. On essayait de trouver des lits d'hospitalisation pour éviter le passage des urgences. Une expertise aussi pour la conduite à tenir, mais en fait, c'est le Covid qui a accéléré les choses. En sachant que l'ARS de Hauts-de-France, ils ont mis des expérimentations dans certains EHPAD depuis 2010-2011, et ça ne bougeait pas. Alors, je rebalaye les points de force qu'on a évoqués avec le docteur Serroussi ce matin, dont celui du consentement.
comment vous avez géré le consentement auprès des résidents? Et puis, autre question, de manière générale, comment ont-ils réagi? Alors, il faut savoir qu'on a anticipé le consentement parce que le problème, il s'est posé aussi par rapport à tout ce qui est pris en charge dès le début. Parce que même pour la grippe, moi, je ne connais pas des médecins en EHPAD qui demandaient l'avis du résident. On vient et on fait le vaccin de la grippe. Donc, nous, l'association, ce qu'on a fait, c'est qu'on a... Ah bon? Je connais, pas tous. Hein. Ah. Donc, du coup, on a créé. Il faut savoir que tous les EHPAD, malheureusement, il y a certaines personnes qui ne sont pas capables d'exprimer leur consentement et qui ne sont pas sous tutelle. Les personnes qui sont capables de donner leur consentement, on leur demande le jour de la prise de rendez-vous. Parce que quand on prend un rendez-vous, ils sont bien sûr, ils peuvent changer d'avis le jour de la consultation, de dire non, je ne veux pas de consultation. Les personnes qui sont malheureusement incapables de donner leur consentement, on leur demandait, on stipulait dans le dossier, on demandait aux familles. Pendant le Covid, ce qu'on a fait, parce qu'on a eu quelques exemples en hospitalisation d'urgence qu'on n'arrivait pas à joindre les associations de tutelle. Le vendredi, les associations de tutelle, on avait la réponse que lundi. Ouais. Donc, pour soigner une personne, il vous faut donc, ce qu'on a fait des lettres envoyées aux associations des tutelles. Quand le tuteur est un membre de la famille, c'est très facile. On arrive à le joindre très facilement. Mais quand c'est une association, ça prend du temps. On a anticipé, on a fait des lettres de consentement. Mais le principe, il faut le consentement du médecin traitant. Ça, c'est obligatoire, et le consentement du résident. Est-ce que vous embarquez les familles dans les visios? Oui. En fait, pendant le Covid, non, parce que les familles n'étaient pas présentes. Par contre, quand on a commencé en juin 2020 à ouvrir les visites, les familles étaient présentes, pas toutes, on leur demandait, parce qu'on a des familles qui sont très présentes, et on a gardé ce lien que ces familles doivent garder toujours la présence... Prenez le micro. Oui, la personne de confiance, on vous a pas entendu. Oui, la personne de confiance. Oui, la personne de confiance, quand elle est désignée à l'entrée, parce que, en fait, selon la loi, une personne qui est sous tutelle n'a pas le droit de désigner... Enfin, si, elle a le droit de désigner une personne de confiance. D'accord. Mais le problème, il faut qu'elle soit capable de comprendre les articles de loi. D'accord. Alors, ce qu'on faisait, c'est que la personne de confiance était contactée, de dire, je parle pendant le Covid, hein, pendant le Covid, on leur disait, voilà ce qui va se passer, la consultation va se passer comme ça, vous ne pouvez pas être présente parce que malheureusement, les visites étaient interdites. Après, on revenait vers les personnes de confiance pour leur dire la conclusion de la consultation. Ouais. Bien sûr, c'était le bon sens. Comment ont réagi les résidents? Enfin, comment ça se passait? Les résidents, ils étaient très satisfaits. Ça leur permettait d'éviter les déplacements. Parce que quand même faire un aller-retour, c'était très contraignant. Rester attendre en salle d'attente, c'est long. Et vraiment, ils étaient satisfaits. Ils n'ont pas compris, maintenant, pourquoi on est revenu en arrière. Est-ce que... Alors, oui, ça allait être ma question. Vous êtes revenu en arrière, c'est-à-dire il n'y a plus de téléconsultation? Presque. Pourquoi? Parce que ce sont les spécialistes qui voulaient revoir leurs patients. Donc malheureusement, on n'a plus comme avant. On n'a que les psychiatres qui ont gardé leur téléconsultation, mais tous les spécialistes sont revenus en arrière. Et vous le regrettez, vous? Bien sûr, oui. Et les résidents aussi, les familles aussi. Parce qu'en fait, à chaque résident qui présente des troubles du comportement, on insiste pour qu'un membre de la famille l'accompagne. Quand ce n'est pas possible, c'est un membre du personnel qui l'accompagne. On ne peut pas laisser le résident partir tout seul en consultation. Bien sûr. Donc c'est toute une organisation pour la famille, pour le résident, pour le personnel. Et c'est contraignant quand même. Et un résident qui a des troubles du comportement, changer le lieu et de l'emmener en consultation, ça engendre encore plus de troubles du comportement. Donc là, il faut que vous meniez une discussion avec le réseau des médecins de ville et hospitaliers. On travaille étroitement avec Madame Defebvre. Donc là, l'association... La nôtre? Oui, on fait partie du groupe de travail de la télémédecine en EHPAD et dans les hôpitaux de proximité. D'accord. Donc vous souhaitez que ça se décoince, ça? Normalement, ça va décoincer parce que je ne sais pas si elle vous a parlé. On a fait la réunion au mois de début mai. Ouais. Vous avez une bonne nouvelle, Madame Lefebvre? C'est pas elle. Ah, c'est pas la nôtre. Quand vous avez dit, j'ai regardé. Ah non, pardon, d'accord. Ok.
D'accord. Donc Okay. on a fait une réunion avec tous les hôpitaux de proximité pour en fait redémarrer ce qu'on a eu pendant le Covid. Ah, bon, bonne nouvelle alors. Alors, expérience complémentaire avec le docteur Després. Donc, je rappelle, vous êtes médecin coordinateur des EHPAD de Ronc et à Luin. Alors, vous avez aussi mis en place la téléconsultation dans plusieurs EHPAD, avant le Covid, vous, hein? Oui, c'est-à-dire qu'on a été sélectionné comme EHPAD de pilote pour la télétransmission, la télémédecine. Et ça, c'est arrivé en 2016. Il y a eu plusieurs réunions pour mettre ça sur pied. Et en 2017, nous avons pu débuter cette télémédecine qui était financée par l'ARS pendant 3 ans. D'accord. Alors, concrètement... Donc, on est arrivé fin 2019. Et là, nous avons reçu du matériel pour la téléconsultation. Sans avoir rien demandé, on a reçu ce matériel. Avec une formation qui était vraiment à l'emporte-pièce, je le dis comme je le pense, c'est-à-dire qu'on nous a montré le matériel et après pour la gestion du logiciel. Et sur les entrefaites, après est arrivée l'épidémie Covid. Ah oui, donc on vous donne des caméras, on vous donne vos micros et voilà, tu te débrouilles. On a eu l'épidémie Covid. Je dois dire aussi que au mois de mars, avril, nous nous sommes confinés à Ronc avec nos résidents pour les protéger contre l'épidémie de Covid. À Luin a été touché, Ronc ne l'était pas. Donc pendant 1 mois, j'ai été confiné avec mes soignants à l'EHPAD de Ronc. Donc je n'ai pas pu encore m'occuper de l'histoire de la téléconsultation. Et ensuite, après les épidémies successives où on était à chaque fois le nez dans le guidon à devoir gérer des urgences. C'est pas les urgences, mais c'était avec les familles, les résidents, le confinement en chambre, enfin beaucoup de choses. La téléconsultation, j'avoue qu'elle est restée sur le côté. Je crois que vous en avez fait 3. Non, j'ai lu ça, 3 en 3 ans. De quoi, d'épidémie? Non, de consultation. Ah je vais dire, là, on en a eu 4, même 5. Non, mais oui, alors pour la télémédecine, sur 3 ans, on a eu 3 présentations de dossiers. Alors, il faut que je vous explique comment ça se passe. On était référencé pour les plaies chroniques. Donc pour la évolution péjorative. Donc à ce moment-là, le dossier était remonté par l'équipe soignante. Nous faisions des photos. Il fallait les intégrer dans un dossier et remplir un dossier médical qui prenait à peu près 1 heure. Ensuite, il fallait envoyer ce dossier. Nous, on était en intelligence, je vais dire, avec l'hôpital de Roubaix, chez qui on avait un service de dermatologie. Donc le dossier était envoyé. Ensuite, ils devaient nous renvoyer le dossier avec des propositions de date de consultation. Et il fallait s'entendre sur les dates, bien sûr, parce qu'il fallait que ce soit très précis, le jour et l'heure très précise. Et ceci sans compter les bugs informatiques. Donc on est arrivé finalement à 3 dossiers sur 3 ans. Effectivement, ce n'est pas beaucoup. On aurait pu avoir d'autres indications, par exemple la iatrogénie, la psychogériatrie, enfin beaucoup d'autres choses. Bon, nous on a été limités à ce type. Vous avez essuyé les plâtres, hein, vous? Comment? Vous avez essuyé les plâtres. Hein. C'était très intéressant. Et puis il y avait justement ce dont parlait Madame tout à l'heure, c'est ne pas déplacer des résidents qui sont douloureux, pas les déplacer en ambulance. Oui. D'autres qui ont des troubles cognitifs qui ne comprennent pas et aussi qui sont très perturbés par ces déplacements d'ambulance. Et aussi de devoir mobiliser les familles ou le personnel pour les accompagner. Mais à vous écouter, ce n'était pas le bon process, là, ce qui avait été mis en place. Pas de formation en amont. Ah non, là, ça allait pour ça. D'accord. C'est après, quand on a reçu l'autre matériel, où là, on n'avait pas l'utilisation, la façon d'utiliser le logiciel. Alors, il y en a un qui boue, là, Pierre-Marie Lebrun. Oui, allez-y. Lâchez-vous. Non, mais c'est bien. Mais c'est bizarre quand même, quoi. Enfin, je veux dire... Mais enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé là, mais le matériel, il venait de comment, alors? Vous l'aviez demandé, le matériel, ou... On n'a rien demandé. Pour l'expérimentation de 3 ans, on a reçu le matériel. Il a été installé dans la salle. On avait une salle qui était dédiée à ça, avec une caméra dôme, avec une webcam, avec l'ordinateur, de façon à pouvoir communiquer avec le résident, et la webcam qui permettait d'analyser finement la lésion. D'accord.
C'était financé par l'ARS pendant 3 ans. Très bien. Ça a fonctionné dans des EHPAD très isolés. On a un confrère qui est installé dans le secteur de Guise. Il a une EHPAD je pense, c'est ça, hein, Pierre-Marie, il est médecin coordonnateur d'une EHPAD qui est à 40 km de son cabinet. Oui, et aussi médecin propriétaire. Alors, on a dit médecin propriétaire, c'est ça? Non, mais d'une EHPAD qui est... Et donc, c'est encore autre chose. Il est médecin traitant. Et l'EHPAD est à 40 km du cabinet médical et il n'y a pas d'autres médecins sur le secteur. Ouais, donc le vrai chariot de téléconsultation, c'est des chariots équipés. Hein. Oui, voilà, lui aussi, il en a eu. Il y a du. Oui, il a eu un chariot aussi, lui. Ouais. Seulement, il faut qu'il y ait le Wi-Fi dans l'EHPAD. Il y avait un stéto, il y avait. Etc. Alors, compte tenu là de ce que je viens d'entendre, des 2 extraits, excusez-moi, vous, avec ce retour d'expérience, quel format efficace vous attendez pour un service optimal de vos résidents? Déjà, une simplification du dossier à remplir. Ouais. Parce qu'une heure, même en ayant l'expérience de le faire, on tombe à 3 C'est un peu un tue-l'amour. Ouais. Et puis, en plus, ça ne communiquait pas avec notre ordinateur de l'EHPAD. Il faudrait déjà qu'il y ait une communication entre les deux. Il n'y avait pas d'interaction possible. C'était un peu... Voilà. Il n'y avait pas une caméra cachée, là, non? Je plaisante. Oui, alors, le dossier d'abord. Ensuite. Communication avec notre système informatique interne. Bien, connexion et... Ça permettrait de transférer des dossiers très facilement. D'accord. OK. Ça, je parle pour la consultation spécialisée dont on parlait tout à l'heure. C'est intéressant. Après, pour la téléconsultation, c'est un autre problème. Étant donné que les 2 établissements sont en restructuration, il y a les pièces où était localisé le matériel, ne peut pas servir actuellement. Ensuite, on n'avait pas la fibre qui vient d'être installée maintenant. Je vous explique un peu pourquoi on n'y est pas. Donc on n'est toujours pas à la téléconsultation. Et après, il y a le médecin coordonnateur que je suis qui freine peut-être un petit peu aussi. Pourquoi? Simplement, on aurait peut-être dû commencer par là, non? Je vais peut-être différencier les EHPAD de zone rurale et les EHPAD en ville. Zone urbaine, oui. J'ai rencontré à l'occasion de ces différentes formations un couple de médecins, 2 médecins associés qui se situent à 1 demi-heure de trajet voiture de l'EHPAD dans lequel ils travaillent. Ils sont les 2 seuls médecins à travailler dans cet EHPAD. Donc, ils vont faire leurs consultations. Ils groupent les consultations, mais entre deux, bien sûr, il y a des appels, et à ce moment-là, ils réalisent des téléconsultations. D'accord. Là, je peux le comprendre. En EHPAD de ville, je vais dire que les médecins sont quand même à proximité et pourraient intervenir plus souvent lorsqu'on les appelle. On est en souffrance par rapport à ça. Les résidents sont en souffrance. On dirait que le patient d'un EHPAD est un patient de seconde zone. Il n'a plus besoin des soins, peut-être que le médecin généraliste... J'étais médecin généraliste, donc je sais de quoi je parle. On dirait qu'il se repose peut-être sur l'équipe médicale qui est là, peut-être sur le médecin coordonnateur aussi qui est présent. Ce n'est pas son travail, mais il dépanne de toute façon. Je fais presque plus de travail de médecin généraliste que de médecin coordonnateur. De coordination, ouais. Donc la téléconsultation m'interpelle, je me dis... C'est une réflexion, je n'ai pas la réponse. Hein. Est-ce que le fait d'installer ça, je vais le faire lorsque j'aurai eu la formation? Ah oui, parce que vous n'avez toujours pas eu la formation. Si, ouais. Est-ce que ça ne va pas encore permettre aux médecins qui n'ont plus envie de se déplacer dans les EHPAD de venir encore moins? De se désengager encore plus. Il faut savoir qu'on a des résidents qui sont en grande souffrance par rapport à ça. Ouais. Déjà, le résident, c'est une personne qui est partie de chez elle, plus ou moins volontairement, qui est dans un établissement où il a plus ou moins de visites et son médecin traitant vient de moins en moins ou ne vient pratiquement pas. Voilà, donc excusez-moi, chers confrères, mais... il casse un peu l'ambiance, mais c'est la vraie vie. Vous parliez tout à l'heure, je ne sais plus qui disait, c'est la vraie vie. Les médecins qu'on voit dans les réunions. Ouais. Mais... Alors Bertrand Demory, peut-être qu'aussi Mouna Damni a quelque chose à dire là-dessus. Je partage. Alors, j'étais à une réunion nationale ce week-end. Personne n'a parlé de mon cas. Personne n'a voulu parler de mon cas. J'exerce dans une zone normalement dotée. Eh bien, je peux vous assurer
Vous êtes où? Vous êtes où? Armentières. Armentières. On est juste au bon nombre de médecins pour la population, on est à l'équilibre. Eh bien, cette situation, elle n'existe plus nulle part. Bien sûr. Dans une situation comme la nôtre, où on est à l'équilibre, les médecins continuent à aller en EHPAD. Par contre, quand vous êtes dans des zones sous-dotées et que le matin vous commencez et que vous avez déjà 30 rendez-vous qui sont inscrits, vous avez déjà 3 ou 4 visites qui sont inclus, et vous rajoutez à la fin de votre journée 10 consultations supplémentaires pour traiter les urgences du jour, rajoutez 1 heure de déplacement, parce que une consultation en EHPAD, quand on va voir un patient, j'y suis allé ce matin, je vais à Steinwerk, c'est à 15 km de mon cabinet, je fais 30 km aller-retour, la visite en EHPAD, c'est 1 heure. D'accord ? Est-ce qu'on a le droit, quand on fait ça, de refuser 2 heures de soins à d'autres patients ? Ouais. Est-ce qu'on a le droit de refuser à 8 patients pour aller voir une personne ? C'est ça la réalité du terrain actuellement, dans les zones sous-dotées. C'est ça la réalité. Le numérique. Est-ce qu'on a le droit humainement de refuser 8 patients, de dire je barre 2 heures de mon cabinet parce que je vais voir une patiente ? Dilemme, hein, C'est un sacré dilemme. Sacré dilemme. C'est un sacré dilemme. Ma maman est arrivée dans un EHPAD, j'ai appelé 11 médecins et j'ai eu 11 refus. Le 12e, je suis allé le chercher. Hein. Et je l'ai emmené et l'a soigné. Bien sûr. Mais, et donc, du coup, attendez, c'est pas fini. Alors, effectivement, le numérique pourrait m'aider. Est-il une planche de salut pour ça? Dans le cas où on peut faire de la téléconsultation assistée avec l'infirmière, j'ai une amie qui est médecin en France, à la frontière suisse. Son mari est infirmier. Il va travailler en EHPAD suisse, il veut pas revenir en France. En EHPAD suisse, c'est une infirmière pour 7 résidents. Dans l'EHPAD où je suis allé ce matin, il y a 80 résidents, 4 infirmières. D'accord. D'accord ? Et c'est la moyenne. D'accord ? 4, c'est déjà bien. Donc le jour où il y aura 7 infirmières, une infirmière pour 7 résidents, il n'y aura aucun problème pour faire de la téléconsultation assistée. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il ne faut pas déplacer le problème. Bien sûr. Il ne faut pas déplacer le problème. Il y a des manques de moyens criants dans les EHPAD. On y va régulièrement. Pierre-Marie y va, vous y allez. Je voulais justement revenir là-dessus. Alors, allez-y rapidement. La téléconsultation, ça mobilise une infirmière. Et justement, comme le signalait mon confrère, on n'a pas beaucoup d'infirmières. Elle doit faire le service. En plus, on a des équipes qui sortent du Covid, de 2 ans de Covid, qui sont extrêmement fatiguées. Bien sûr. Les arrêts de travail tombent en pagaille. Et on note votre réalité, votre cri du cœur, là, exprimé en cet instant précis. Hein. Alors, autre sujet, avec vous 3, mesdames. Ce matin, il y a eu un vibrant plaidoyer de Madame Lefebvre sur la nécessité absolue de formation. C'est votre projet à vous. Des demi-journées de sensibilisation et de formation. Je crois que vous avez bâti votre projet sur un financement interreg, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc c'est un projet donc de 5 formations, 5 sensibilisations pilotes qui ont été menées de manière transversale au niveau européen sur ce projet Interreg qui s'appelle IMEN. Donc on a fait 5 sessions de sensibilisation ici en France, sur tout le territoire, sur le groupement de coopération sanitaire pour la recherche et la formation en santé mentale que le centre collaborateur pour l'OMS de Lille, situé à LM, pilote. Donc vraiment là on va parler de littératie en santé mentale numérique, on va parler d'acculturation, on va parler de lever les résistances, on va parler de preuves scientifiques comme quoi ça fonctionne en fait. La télépsychiatrie, la téléconsultation, ça marche comme pour le somatique en fait, c'est-à-dire qu'il y a une psychiatre qui va être dans son bureau avec un infirmier sur place au domicile de l'usager qui va pouvoir rassurer l'usager mais également lui apporter du matériel et une cognition. Parce qu'il y a quand même 3 choses en fait pour s'en sortir en numérique en santé mentale, c'est être acculturé, donc avoir les bonnes connaissances, pouvoir lire les conditions générales d'utilisation, par exemple, savoir qui finance les applications mobiles, etc., etc. Des choses qu'en fait on n'a pas forcément le réflexe, donc ces sensibilisations étaient vraiment basées là-dessus. Mais ces sujets-là ne sont pas enseignés en formation initiale et une bonne connexion. Donc c'est 3 choses très importantes. Ces sujets-là ne sont pas enseignés en formation initiale, dans les masters, les DU? En fait, il n'y a pas en santé mentale
numérique. Donc vraiment, on parle de e-santé vraiment au secteur de la santé mentale et de la psychiatrie, qui est vraiment une spécificité. Non, ça n'existe pas en tant que tel. En fait, la littératie, avoir les connaissances, comment se débrouiller dans la jungle numérique de tous les outils. Parce que là, on a parlé de mon espace santé, on a parlé de téléconsultation, mais c'est pas que ça. Il y a du contenu web pour empowerer les usagers, pour les accompagner dans leur processus de rétablissement en santé mentale, mais également pour éviter qu'ils tombent malades, tout simplement, pour faire de la prévention. C'est très important. Alors, empowerez-nous. Comment ça fonctionne, la formation ? Alors, donc la formation, c'est une journée en fait avec des tables rondes où on va voir les premiers concepts en santé mentale numérique. Donc, par exemple, comment les data ça fonctionne, comment la variété des outils. Donc, on va avoir, par exemple, Psycom qui est intervenu, qui est un organisme public qui lutte contre la stigmatisation des personnes qui vivent avec un trouble psychique. Donc, Psycom est venu, est intervenu et a donné en fait les premières grilles de lecture. C'est quoi les outils en santé mentale, comment on fait pour s'en emparer et pour aller mieux, parce que c'est ça en fait le cœur du sujet. Et ensuite, l'après-midi, donc je fais la version courte évidemment, l'après-midi, on avait des ateliers au choix, donc téléconsultation, télépsychiatrie, dispositifs embarqués, objets connectés, on avait les applications mobiles, le contenu web, etc., où on avait des utilisateurs usagers qui venaient témoigner en binôme avec des spécialistes du domaine. Voilà en fait pour vraiment comment se passait la formation. C'était une première journée vraiment là-dessus. 3 semaines de mise en situation écologique qui était un prétexte en fait de tests de certains outils numériques en santé mentale. Donc là, on a choisi pour des questions matérielles, en fait, applications mobiles et contenu web. Et ensuite, on revenait tous ensemble parler en fait de comment est-ce qu'on a testé ces applications, est-ce qu'on a pu les tester ou pas, en fait, est-ce que ça a fonctionné. Et puis ensuite, voilà, donner un petit peu son ressenti sur la formation, sachant que c'était 5 formations pilotes. Donc le but, c'est vraiment de faire grandir le projet et avoir quelque chose qui devienne non plus un stade de sensibilisation, mais vraiment, pourquoi pas une formation qualifiante. Alors, Mesdames Trouillet et Madame Froideval, vous avez testé. Alors ? On a participé, oui. Comme d'autres délégations, une femme de France, d'ailleurs, à chaque fois vous aviez, je pense, un représentant, une femme représenter les familles. C'est intéressant parce qu'on était effectivement des usagers, il y avait des usagers, des professionnels et les familles. Donc sensibiliser tout le monde. Et c'est vrai que moi j'aime bien ces outils numériques, mais on est un petit peu perdu là-dedans. C'est intéressant de pouvoir savoir où on va quand on clique sur une application et à quoi elle va nous servir. Est-ce que c'est safe derrière nos données? On a toujours le problème des données aussi. Et puis, essayer de repérer les applications qui nous conviennent, nous aussi, et pourquoi faire, surtout. Donc, moi, j'ai bien aimé cette journée parce qu'on a appris un petit peu plein de choses au niveau de l'éthique, au niveau de l'encadrement des données, etc. Mais l'après-midi, c'était aussi ces ateliers pour découvrir différents types, justement, de contenus et de savoir comment les utiliser. Moi, ce qui est intéressant à mon niveau, c'était de pouvoir en parler aux familles que j'accueille à l'UNAFAM et de savoir si elles utilisaient ces produits, ces outils numériques. Et en fait, je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui les utilise. En tout cas, nous, avec nos proches concernés, nos proches qui souffrent de maladies psychiques, comment les guider vers quelle application ? Voilà. Et puis nous, famille, comment se faire aider avec des applications qui vont nous aider peut-être émotionnellement à gérer des situations, etc. Donc, en fait, cette mise en situation que tu appelais écologique, c'était différentes applications à tester. Et on a fait un WhatsApp et puis on essayait de naviguer là-dessus. Il y a des applications qui sont hyper compliquées à accéder. Et on échangeait ensuite. Et la dernière demi-journée, quand on s'est retrouvés, c'est, ben voilà, qu'est-ce que j'ai retenu? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel outil je vais pouvoir utiliser, moi en tant que famille, moi en tant qu'usager, moi en tant que professionnel? Et on se rend compte qu'il y a des outils qui sont super et qui vont être vraiment utiles pour aider nos proches. Donnez un exemple. Ah ouais, ça je m'en doutais que vous alliez poser cette question-là. Là, c'est énervant. Qu'on image quand même.
Je Pourquoi sais pas, c'est moi. navrant? Non, je rigole. Mais parce qu'on a testé pas mal d'outils. Moi, j'en retenais une pour moi, perso. Voilà, Emotéo pour des applications, gérer des émotions. Après, il y en a plein d'autres. Je sais pas, tu pourras en parler si tu as retenu des applications. Il y a des applications aussi pour l'usager, pour un peu l'accompagner sur le traitement, accompagner sur son traitement, gérer avec lui son traitement. Il y a plein de choses comme ça. Comment vous expliquez aux familles l'humain d'abord? Parce qu'il y a peut-être le danger, la famille dit d'accord, elle règle le problème en me donnant une appli. Comment vous gérez ça? Parce que c'est tout le contraire, évidemment. Quand il n'y a pas la famille, des fois une appli, c'est nécessaire. Et puis du coup, pendant la Covid, c'était très, très, très nécessaire. Ouais. Et du coup, l'humain ne remplacera, ça c'est sûr, je suis d'accord avec vous, moi je préfère l'humain, mais quand il n'y a pas l'humain, il faut bien qu'il y ait quand même quelque chose qui puisse, un lien, au secours, qu'est-ce que je peux faire, je vais mal, qu'est-ce que je vais prendre comme outil. Et dans ma boîte à outils numériques, je peux avoir des choses qui vont m'aider. Ouais. Et m'aider à gérer ma crise, gérer mes émotions. C'est une aide. M'aider à apprendre mon traitement. Alors ça ne va pas être la panacée non plus, mais ça peut être utile. Voilà. Ça peut être une consultation. Voilà. Je vais laisser la parole. Vous confirmez? Bon, voilà. Donc, comme on doit se présenter quand même par rapport au travail qu'on a fait, je me suis présentée tout à l'heure, mais je me sens presque obligée de vous donner un peu mon identité parce que j'ai essayé de contacter ma petite voisine pour lui dire que j'avais été hospitalisée dans le secteur d'Amiens quand j'avais 30 ans, en psychiatrie à l'hôpital de Dury. Donc ça rajoute un élément de ma personne, pas pour me stigmatiser, mais pourquoi j'en suis arrivée à être vice-présidente des Ch'tis Bonheur à Ronchin. Voilà, moi je dirais presque, là, j'avais pas prévu de le faire, mais c'est un élément qui dit tout. Fondateur, bien sûr. Qui dit tout. J'ai été aussi psychiatrisée 5 ans à Armentières. Voilà. On va où on veut, hein, on se promène où on veut. C'est comme on veut, mais voilà, je suis là. Et très militante. Et donc, voilà, étant donné que je fais partie aussi de l'équipe du CCOMS en expert d'expérience, on va dire ça, j'ai été amenée par Justine, qui est ici présente, à collaborer à cette formation. Elle m'a dit, voilà ce qu'il y a, et j'ai toujours envie d'en savoir plus, d'être curieuse, aussi parce qu'on vieillit et que ça fait du bien aux neurones, hein, de toujours savoir plus, ça empêche de vieillir au niveau du cerveau, et surtout, qu'est-ce qu'on fait au GEM? On est adhérent, on est avec eux, je suis parmi eux, hein, je n'ai pas de prétention aucune, mais je suis là aussi, et étant donné que j'en suis où j'en suis, à être rétablie, hein, puisque j'étais terriblement atteinte à cause des émotions, simplement que je me dois de transmettre, la transmission. Donc on m'offre ça, c'est pas pour rentrer chez moi en me disant « Bon, maintenant t'es bien, t'as fait ça, tu diras aux copines, j'en sais un peu plus, voilà, j'ai été contente, j'ai rempli ma journée. » Non, on va en faire quelque chose. Ce quelque chose, moi je leur propose, on me propose, oui, je vais à cette formation. Qui est à cette formation? Laurence est en visio, je crois, hein, tu étais en visio. Oui, vous y étiez oui, présentiel, j'aime bien le présentiel. Et donc, j'apprends, forcément, il y avait beaucoup de cadres de santé, des professionnels, et j'étais, je crois, la seule usagère à ce moment-là. Oui, voilà. Donc, là, dans ces cas-là, je suis presque professionnelle, excusez-moi du terme, hein, je ne suis pas du tout professionnelle, mais je suis avec les professionnels. Et après, je peux être tout contre les professionnels. C'est-à-dire? C'est tout, point de suspension. Ah, on va rester là-dessus alors. Est-ce que c'était quand dans le calendrier? Pas du tout. Je vais vous raconter quand même ce qui est intéressant. Je ne vais pas faire le clown. Non, mais il faut encore donner la parole aux autres. Pardon. Oui, une question. C'était quand cette formation? Ah, je me rappelle. Je n'irai pas en EHPAD. Début janvier.
de cette année. Oui, le 5 janvier. Donc 6 mois après, le 5 janvier. Vous démarrez l'année en fanfare, vous. Pardon, je vais être sérieuse. Non, mais c'est bien de ah ben oui, mais oui. Et alors 6 mois après, vous utilisez Non, je vous répondrai pas à ça. C'est pas fini. Il faut donner la parole aux autres. J'ai fait ma formation, j'ai appris beaucoup de choses. C'est ça. Je dois dire ce que j'en ai retiré. Excusez-moi, monsieur. C'est ça. Hein, donc, j'ai été instite. Donc, c'est surtout la pédagogie que j'ai vue. Ça a été très bien fait. Bon, je vous rapporte ce que j'en ai retiré en tant qu'usager. Très, très bien fait. Ce qui m'intéressait, c'était le côté juridique, hein, parce que ce soit sécurisé, tout ça. Donc, j'ai appris beaucoup de choses. Ce que j'ai appris, donc, je suis venue, en quelque sorte, j'ai voulu le ramener entre guillemets au GEM. Et donc, Justine, ici présente, a proposé de venir sur le terrain avec notre directrice du CCOMS, Madame Sebane Déborah. Voilà. Qu'est-ce que vous avez appris? Ben moi, j'ai appris que le numérique existait, avoir l'esprit critique, de dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce que je ressens qui est bien, et apprendre. Nous avons échangé avec Laurence. Elle vous a parlé des applications. J'ai échangé avec elle, donc je ne vais pas le répéter. Non, que je n'utilise pas, Si, j'en ai testé, bien sûr. Nous avions aussi un groupe WhatsApp qui a circulé pendant un petit moment, qui, dirais-je, n'a pas duré assez longtemps, mais j'ai transmis à Justine, nous allons continuer ce travail, qui a servi aussi. Vous me demandez personnellement, j'ai aussi des enfants en difficulté, mais 2 grands garçons qui sont, bon voilà, et je leur ai transmis comme ça sans en avoir l'air. Ah ouais, vous leur en avez parlé, vous leur expliquez. Non, j'ai envoyé un SMS, etc., qu'il fallait aller voir telle chose. Génial. Voilà. Alors, je pose la question à Justine. Je me permets. Excusez-moi, je tremble, mais j'ai Parkinson aussi, bon, entre parenthèses. J'ai tout, quoi. Mais votre parole est limpide. Non, je rigole pas. Votre parole est limpide. La suite, c'est quoi? Non, mais c'est pas... Excusez-moi, ils sont donc venus... Excusez-moi, je développe. Non, madame, excusez-moi, on n'a plus le temps. Merci, hein. Mais je voudrais... Il nous reste... Oui, mais il nous reste une demi-heure, j'ai encore deux dossiers à gérer. En 2 mots, Madame Berg, en 2 mots, la suite, s'il vous plaît. Alors, important pour le GEM. Alors, ce qui est important pour le GEM, c'est de continuer ce travail-là, donc de pouvoir toujours augmenter la littératie en santé mentale numérique de tout le monde. Il faut savoir que, indépendamment de ces souffrances, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient psychiques, on peut s'intéresser en fait aux outils innovants en santé mentale. Par exemple, on avait un GEMois, je ne sais pas si ça existe, enfin un adhérent du GEM, qui était là et qui, voilà, c'est une personne qui joue aux jeux vidéo. Et on a un module, en fait, jeux vidéo en santé mentale, et comment est-ce que on peut voilà, faire passer cet outil-là en santé mentale numérique, et il connaissait tout, en fait. Beaucoup plus que nous, en fait. Et c'est vraiment indépendant. On ne sait pas qui est malade et qui ne l'est pas, au final. Tout le monde peut l'utiliser. Alors, pour la suite des formations, donc on avait un financement sur un projet qui s'est terminé. Donc maintenant, on essaye de valoriser ces 5 formations pilotes, de sortir un bilan. On a quand même sensibilisé 124 personnes sur 5 sessions, donc c'est pas rien. On avait des formats hybrides avec du présentiel, notamment au GEM sur la 3e session. On avait des formations en tout distanciel. Enfin, on a testé beaucoup de choses quand même. Donc maintenant, on sait qu'il faut manipuler. En fait, il faut accompagner. Vous les suivez, les personnes? Enfin, il y a un service après-vente. Je sais pas, les applis. Très vite. Après, je dois aller chez monsieur. Là. Alors, vous les suivez? Alors, disons qu'il y avait ce fameux groupe WhatsApp pour accompagner chaque session de sensibilisation, mais voilà, le projet se termine. Après, on reste en contact, évidemment, on réseaute tous ensemble. Il y a une suite. Hein. Mais voilà. Alors, on passe chez Yann Glacé. Juste un petit truc, une petite réflexion, ça serait bien d'avoir un répertoire aussi un jour des applications santé mentale. Ça serait vraiment très bien. Bonne idée. Bah ouais. Voilà. Bonne idée. Et puis c'est simple à faire. Moi, monsieur Glacé. Je voulais finir simplement. Non, mais c'est important. Non, mais madame, vraiment, il faut laisser la parole aux autres aussi. Oui, tout à fait. Alors, pour 30 secondes. En conclusion, c'est comme en politique, de venir sur le terrain, de voir ce qui se passe. Elles ont fait du bon boulot. Voilà, c'était la conclusion. Oh, bah, c'était bien alors. C'était bien.
C'est vrai qu'on ne va pas sur le terrain, on n'est pas réélu. Hein. C'est moins ce qui s'est passé ce week-end. Alors, donc, vous l'avez esquissé, hein, votre expérimentation, mais on va la regarder précisément. C'est donc la mise à disposition d'un espace sécurisé médicalisé via Mon Espace Santé et que vous mettez à disposition des établissements médico-scolaires. Alors, expliquez-nous le process, parce que là, le partage d'expérience, ce qui est important de comprendre, c'est « Ah ben tiens, son idée, elle est bien, je vais lui piquer, je vais la déployer chez moi ». Comment ça se passe? Alors, j'ai abordé déjà tout à l'heure l'origine, en fait, hein, de cet espace numérique en santé pour les établissements médico-sociaux de l'Aisne que je porte, notamment le secteur enfant, ambulatoire, mais qui a été accéléré par l'épisode sanitaire que nous vivons encore, mais qui, en parallèle, fait écho très largement aux orientations d'APF France Handicap au niveau national, relayées au niveau régional, et d'autres dispositifs que j'aborderai un petit peu plus tard dans mon propos. Donc, l'accès au numérique est apparu, est devenu une évidence aujourd'hui pour les professionnels de l'accompagnement que je représente, psychoéducatifs et notamment les paramédicaux et les médecins, et pour répondre notamment à plusieurs choses. Déjà à la question de notre territoire 02, qui est quand même un territoire très rural, avec des personnes isolées parfois, géographiquement, mais aussi isolées seules, sans pour autant d'avoir d'entourage, de famille et autres. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, qui a été base de notre réflexion à travers le déploiement du numérique, c'est de pouvoir, ça a déjà été expliqué et abordé, mais je vais y revenir, de pouvoir aussi aller dans une autre orientation associative d'APF France Handicap, qui est de permettre à l'usager, son entourage, de s'autodéterminer, c'est-à-dire, au-delà de s'acculturer, d'apprendre et de monter en compétences, notamment à travers cette question du numérique. Donc, très vite, les planètes pour les professionnels du médico-social que je représente se sont alignées, en fait, à travers à la fois l'utilité pour eux dans les nouvelles orientations de leur pratique professionnelle au quotidien, dans le cadre de l'accompagnement aux soins sans rupture, mais aussi de pouvoir travailler avec l'usager dans cet esprit de l'autodéterminer, de le faire monter en compétences à travers l'utilisation, la compréhension de l'outil numérique. Voilà, donc aujourd'hui, après cette expérimentation qui a été douloureuse au démarrage à travers ce contexte sanitaire, aujourd'hui c'est une démarche qui est rentrée complètement dans les orientations et les pratiques des professionnels à travers deux phases très importantes, c'est-à-dire l'acculturation à l'interne, c'est-à-dire on se forme aux logiciels. On s'assure aussi que les logiciels que nous utilisons déjà au sein d'APF France Handicap, qui vont évoluer, qui évoluent ces temps-ci, vont être interopérationnels. On en a beaucoup parlé ce matin, parce que sinon ça ne sert à rien d'être interopérationnel avec notamment Mon Espace Santé à venir. Ça c'est majeur. Et de pouvoir ensuite accompagner l'usager et son entourage à véritablement comprendre, mesurer et utiliser l'outil numérique. Alors, en parallèle des professionnels de l'accompagnement que je représente, nous avons l'opportunité à APF France Handicap d'avoir aussi des représentants qui vivent dans les délégations, et notamment la délégation ex-Picardie, hein, qui représente le territoire de la Somme, de l'Aisne et de l'Oise, qui ont répondu à des appels à projets, notamment un appel à projet de l'ARS qui s'appelle Cap sur ma santé rurale, en milieu rural, et qui permettait de faire un diagnostic des personnes qu'on accompagne en lien avec le numérique. Qu'est-ce que le numérique pour vous? Comment vous le prévoyez? Est-ce que vous êtes d'accord? Et de cet audit qui va être présenté à l'ARS dans les jours à venir, il y a quand même deux éléments forts qui ressortent. C'est que le numérique, pour la plupart, les usagers qui ont été audités ne sont pas contre, mais il y a de grosses réticences à l'utilisation. Comment je fais? Je ne suis pas doté du matériel, je ne sais pas l'utiliser. Et il y a aussi un élément important qui ressort, c'est que beaucoup d'entre eux aussi, mais ils regrettent cette histoire de déshumanisation de la consultation à travers... moi, je préfère être quand même devant mon médecin, quoi. Ça, c'est des choses qui ressortent. Le deuxième point,
un nouvel outil qui va venir conforter et asseoir un petit peu les pratiques de nos professionnels. C'est que la délégation a aussi remporté un appel à projet sur des fonds européens qui s'appelle Connectez-vous, ça va démarrer là, et qui va œuvrer sur 5 actions, et notamment une action enfin je vais les décrire rapidement, mais la première action c'est de pouvoir, donc c'est des chargés de mission qui vont pouvoir intervenir au plus près des personnes en situation de handicap, mais pas que, pour les accompagner à l'utilisation du numérique à travers une mise à disposition du matériel numérique en accès libre, à travers le développement des compétences, moi j'en ai déjà parlé, des usagers, de leur entourage, de la formation, de la sensibilisation, mais aussi à travers un accompagnement à l'adaptation de l'outil numérique par rapport au handicap. C'est bien beau d'avoir un ordinateur ou une souris, mais si ce n'est pas accessible à la personne en situation de handicap, ça ne sert à rien. Donc il y a tout ce volet-là aussi, adaptation, qui est très important, qu'on va mener. Et enfin, d'avoir aussi, pour les gens qu'on accompagne sur ce territoire, en lien avec la ruralité et l'isolement, d'avoir une double casquette, c'est-à-dire à la fois la possibilité d'accueillir les usagers et l'entourage pour la téléconsultation, mais d'avoir aussi le matériel itinérant, et c'est le matériel qui se déplacera aussi au plus près des usagers qu'on accompagne. Ça, c'est très important. Et le dernier axe, je fais très vite, le dernier axe du travail, c'est qu'on souhaite, sur les territoires 02, véritablement ouvrir cet espace numérique au-delà des personnes qu'on accompagne dans le médico-social. C'est-à-dire qu'on puisse donner accès à cet espace aux gens qui vivent à proximité du territoire de Guise, par exemple. Vous êtes sacrément dans la pédagogie, l'éducation, la conviction, autant chez les professionnels que chez les usagers. Votre plan de formation, c'est quoi? Pardon? Votre plan de formation? Mon plan de formation pour les professionnels? Pour les professionnels, on a beaucoup travaillé donc sur la question de numérique, on l'a travaillé à l'interne, mais on a beaucoup œuvré sur l'appropriation de la notion d'autodétermination, dans la place de l'usager dans son projet, dans son parcours de soins. C'est un outil d'autodétermination, ça. Voilà, oui. Et on a beaucoup aussi orienté les formations à travers l'éducation thérapeutique, on en a parlé un petit peu ce matin, ça a été évoqué, sur des ateliers concrets. Ce qui m'anime, moi, dans les plans de formation que je propose aux professionnels, c'est concrètement qu'apporte-t-on à l'usager, de façon pragmatique. Voilà, et ça, c'est toujours intéressant, en complément de la formation spécifique au numérique. Alors, je fais un petit feedback, mais on a démarré le numérique chez nous, pendant la période sanitaire, à travers une chaîne YouTube. Les premiers... Qu'est-ce qu'il y avait sur... C'était mes orthophonistes qui se sont dit on ne peut plus aller au domicile, on a des personnes qui ont besoin absolument d'une continuité de soins, notamment à travers les séances d'orthophonie, et comment on peut faire à distance pour pouvoir continuer, en tout cas maintenir un lien. Et la première démarche qui a été proposée par les professionnels, dans l'innovation 2, c'est on crée une chaîne YouTube. Et puis, on faisait des rendez-vous avec les usagers, soit individuellement, soit en groupe, comme la télévision, avec un programme. On peut aller voir? Alors, oui, j'ai pas les accès là, mais je pourrais transmettre, si vous voulez, parce qu'elle vit toujours sur le Valenciennois, ça vit toujours. Mais c'était les premiers accès au numérique, ça a été ça. J'ai entendu parler de WhatsApp aussi tout à l'heure. Après, on a utilisé Teams. Enfin, voilà, tout ce que pouvait nous proposer, nous apporter le numérique, on a d'abord utilisé ça avant de réfléchir comment on pouvait, sur la question de la sécurisation des données, structurellement, structurer les choses, parce qu'on est aussi la RGPD, ça nous parle, la protection des données, ça nous parle, la traçabilité, la communication, la transmission des données, ça nous parle. Il fallait absolument qu'on réfléchisse à comment sécuriser, à l'époque, mais aujourd'hui et pour demain, cet accès au numérique. Bien, hein. Vous connaissiez là, parce que vous partagez là entre vous, APF, UDAPI, vous connaissez cette expérience, Christelle Prieur, oui? On aura l'occasion d'en échanger à la suite. Vous me passez la main? Vous allez nous dire 2 mots très vite vite. Sur ce qu'est Ma Santé 2.0, parce qu'après je voudrais qu'on écoute tout de suite le film. Un utilisateur. Et après, on décryptera avec vous deux. Alors. Effectivement, le film va venir présenter un quiz numérique en santé qui s'est inscrit dans le cadre du projet Ma Santé 2.0, donc un projet qui est soutenu par l'ARS en réponse à un appel à projet qui réunit de nombreux partenaires
Donc les associations Papillon Blanc du Nord, du Pas-de-Calais et de l'Oise qui accompagnent les personnes en situation de handicap mental. Et l'objet de ce projet, c'est développer l'autonomie en santé des personnes en situation de handicap mental. Ce sont des outils, mais plus que des outils, c'est aussi une démarche. Alors, on va regarder le film, et après vous allez nous expliquer comment vous avez déployé l'expérience sur le terrain. Regardez la vidéo amenée par Christelle Prieur et Alexandra Crombé. Non, c'est pas ça. C'est pas le bon film. Enfin, il est sympa aussi, ce film-là, hein, mais c'est pas celui-là. On peut l'arrêter, s'il vous plaît? Voilà. C'est le film de Kevin. C'est Kevin. Vous savez, c'est dans le fichier Ma Santé 2.0, Kevin. Voilà. Bonjour Kevin, tu peux te présenter? Je m'appelle Kevin, j'ai 25 ans, bientôt 26 ans. Donc je t'ai présenté le quiz de Ma Santé 2.0. Comment tu as trouvé là le quiz? La tablette, c'est bien, j'ai l'habitude de faire de la tablette, donc il était facile pour moi de apprendre en cliquant sur les images. De quoi tu as parlé? Qu'est-ce que tu as appris dans le quiz? On parle de ma santé, de ce que je mange avec Alexandra. On peut en parler après. De quoi tu as pu parler encore? Et aussi, on peut parler de mon téléphone, car je passe beaucoup de temps dessus. Des fois, je ne dors pas bien. D'accord. Et de quoi tu as encore parlé comme sujet? Il y avait une question sur la sexualité. Après le quiz, on parle avec Alexandra et elle m'a expliqué et montré comment on met un préservatif et à quoi ça sert maintenant, je sais. Il y avait des réponses, il fallait cliquer, et des fois il y a des sujets que tu ne savais pas de quoi ça parlait. Il y avait des vidéos, et car des fois je ne connaissais pas ce qui était écrit. On comprend bien ce que ça veut dire, et maintenant je sais que si j'ai mal aux oreilles, je peux aller voir un oreille. Le quiz c'est facile, on peut lire et entendre les questions. Si on ne comprend pas, l'éducateur pour nous expliquer. Alors bon, il est édifiant ce témoignage de Kevin, puisque au travers de ce quiz, il renseigne son profil finalement, hein, donc âge, genre, mais aussi addiction, enfin des tas de questions, ce qui vous permet d'avoir un bilan de la santé de Kevin. Et après l'idée, c'est d'ajuster en fonction de ce profil de santé de la personne, c'est qu'elle puisse être sensibilisée à ses besoins en santé, pour rencontrer un soignant, entrer en communication ou un accompagnant, et puis ajuster et être plus sensibilisé sur les questions de prévention ou de dépistage, puisque ce sont des personnes qui accèdent moins aisément effectivement aux actions de prévention et de dépistage. Alors peut-être les éléments de contexte en amont sur la construction de cet outil dans le cadre du projet Ma Santé 2.0, c'est qu'un des axes. Hein. C'est une brique, hein. Voilà. Il y a plein d'autres choses. Hein. C'est ça, c'est une brique qui dit on voulait effectivement créer des outils adaptés, on disait accessibles tout à l'heure à la compréhension des personnes sur leur santé et pour qu'ils puissent effectivement accéder plus aisément à des actions de prévention et de dépistage en santé. Et de rentrer, on va dire, en communication avec la personne soignante. Ce questionnaire, il a été élaboré en investissant des items de santé, donc de sommeil, d'addiction, de dépistage, d'hygiène alimentaire, etc. Il a été élaboré, on va dire, de façon pluridisciplinaire, à la fois avec des professionnels des établissements médico-sociaux,
avec des professionnels médecins, puisqu'on est en partenariat avec le RPS Médecins Libéraux, avec des professionnels du numérique, et puis surtout avec les personnes, puisque ce questionnaire a été adapté selon une méthode accessible qu'on dit chez nous, qu'on appelle le FALC, hein, facile à lire et à comprendre. Une fois que ce questionnaire a été élaboré, donc ça c'était projet 2017-2021, 2019-2020, il a été expérimenté dans les établissements médico-sociaux. Il a fait l'objet d'évolutions, donc on a ajouté des questions, on a ajouté aussi des petites capsules vidéo sur des termes médicaux qui n'étaient pas forcément aisément compréhensibles. Il a été travaillé avec aussi les personnes et pour les personnes dans une traduction, on va dire, FALC, comme je disais tout à l'heure, et également, on va dire, pour mesurer l'intérêt de cet outil et la prise en considération de leur effet sur la santé. Aujourd'hui, on en a vu la démonstration avec Kevin, c'est un outil qui est utilisé, et Alexandra en parlera, par les personnes directement avec ou pas un accompagnement. L'idée derrière, c'est de déployer plus largement cet outil, alors peut-être au-delà du trouble et de la déficience intellectuelle avec des troubles associés, d'engager ce travail puisqu'il y a eu un stop and go pendant la période sanitaire, ce qui fait qu'on imaginait, puisque c'était une appli numérique qui est installée sur tablette, pouvoir aller chez le médecin de ville avec cette tablette. On est en train de regarder comment on pourra le faire effectivement vous avez fait des tests, dans la suite. Ouais, vous avez fait des tests. Voilà. Je vois l'adresse du site Ma Santé 2.0. Le quiz est téléchargeable? Non. Non, non, non. Il faut effectivement pouvoir prendre attache avec nous, soit sur... Donc votre adresse, là, voilà, d'accord, UDAPI 59.org. Alors, on a vu derrière Kevin l'image du Dunkerquois, là, avec le carnaval. Donc il n'y a pas de doute. Alors vous êtes coordinatrice santé au centre d'habitat du littoral dunkerquois, les papillons blancs de Dunkerque. Alors comment ça se passe? Comment ça se déploie? Quels effets ça produit? Racontez-nous l'histoire, parce que vous l'utilisez, enfin, c'est devenu un outil de relation et de transaction avec la personne aujourd'hui pour vous. Ouais, j'ai répondu favorablement à l'invitation d'Océane et puis de Myriam à l'occasion de l'expérimentation de la tablette. Moi, c'est vrai que je l'ai dénaturé de son utilisation initiale qui était vraiment utilisée avec, en amont d'un rendez-vous médical ou pendant un rendez-vous médical. L'idée, c'est, je m'en suis accaparée, je l'ai transformé un peu l'utilisation justement pour rentrer en contact avec la personne accompagnée et évoquer le champ de la santé. Parce que de but en blanc, quand je prends rendez-vous avec une personne et que je dis bonjour, alors on va parler de ton dossier santé, je suis pas malade, tout va bien. Donc en proposant cette tablette qui est un outil interactif, qui est ludique, qui est adapté, qu'on soit lecteur, non lecteur, la personne peut de façon autonome pratiquer, utiliser, aller de page en page, et on se rend compte qu'au fil des questions qui sont posées, la personne se prend au jeu et va évoquer son parcours santé. Ben ouais, c'est vrai, j'ai été chez le dentiste ou j'ai peur. Ah oui, j'y vais pas parce que j'ai peur. Et du coup, c'est aussi un moyen une porte d'entrée pour faire la prévention et pour aussi réenvisager des parcours santé qui ont été à un moment donné interrompus pour X raisons ou qui n'ont jamais été entamés, et aussi pour soulever, là comme Kevin peut parler de son rapport aux écrans. Bon, Kevin est un jeune homme, donc forcément il est né avec un téléphone portable à la main et il l'a toujours, mais donc on se rend compte que oui, peut-être que tu es fatigué, peut-être que des fois tu es en colère, peut-être que est-ce que ça peut avoir un rapport avec le fait que voilà, c'est une porte d'entrée pour faire de la prévention, et aussi en termes éducatifs et pour avoir une vision globale sur les personnes qu'on accompagne, pour moi au centre d'habitat ou après au niveau associatif. Ça permet aussi de faire une analyse des besoins et de pouvoir adapter les accompagnements en santé, les sujets de prévention envisagés sur l'année, et de vraiment
la personne ne se sentait pas forcément concernée par le champ du médical, par sa santé, mais au fil de ce questionnaire, ça chemine et les personnes s'impliquent. Et aujourd'hui, on le voit parce que alors, sur les 140 personnes qu'on accompagne au centre d'habitat, il n'y en a peut-être que 4, mais c'est déjà 4 personnes qui s'impliquent réellement dans d'autres projets santé. Et là, on se rend compte que petit à petit, on arrive à les sensibiliser et à les faire connaître ces applications, ces outils qui sont infimes par rapport aux applications droit commun qui existent aujourd'hui, qui sont à des années-lumière d'accessibilité pour les personnes qu'on accompagne, mais ça, c'est un autre sujet. Voilà. Le questionnaire est anonyme et n'est pas stocké. Allô? Marrant. Ouais. Si. Dans les ajouts, parce que quand il a été expérimenté dans les établissements, il y a eu une demande de pouvoir sauvegarder les données, alors à titre individuel pour voir l'évolution des besoins des personnes, et sur un plan collectif aussi pour que dans un groupe de personnes, on va dire, c'est pas un diagnostic, hein, c'est bien un repérage des besoins. Photographie. C'est ça. À un moment, on puisse regarder sur le groupe comment ajuster des ateliers d'éducation à la santé au plus près des besoins des personnes. Voilà. Est-ce que vous avez envisagé d'utiliser cet outil-là sur d'autres publics? Alors, je pense aux... C'est complètement adaptable à n'importe quel public. Ça peut être, bon là c'est dans le secteur adulte, mais c'est aussi pour les jeunes. Ça peut être aussi adaptable dans un public en CHRS, des jeunes en MEX, en mission locale. Enfin vraiment pour faire, vu que c'est en fait c'est un outil pour faire un peu de la prévention en santé, pour faire, pour que les personnes se sentent concernées. Enfin c'est adaptable à tous. Alors c'est vrai que l'ère du numérique devrait aussi se mettre au FALC, au facile à lire, à comprendre. Justement, c'est adapté à tous, c'est du pratico-pratique. Et sur du polyhandicap? Sur du polyhandicap, plurihandicap, oui. Polyhandicap, c'est un peu plus compliqué, mais là, il y a la place de l'aidant, de l'accompagnant. Il y a la question, effectivement, des capacités de la personne. Donc là, il y a besoin d'un soutien et d'un accompagnement. Bien sûr. C'est vrai que les personnes expertes, c'est-à-dire auto-représentantes, sont vraiment complètement impliquées dans le projet, dans le développement, et ont rédigé un formulaire, une notice d'utilisation de cette tablette pour leurs pairs. D'accord. Et pour les professionnels qui voudraient utiliser la tablette. Qu'est-ce qui a changé chez Kevin, là, aujourd'hui? Il a pu envisager dans son projet personnalisé un objectif en santé qui est par exemple, bon, pour lui, parce que souvent c'est, Madame l'a évoqué ce matin, l'hygiène alimentaire, l'équilibre alimentaire, il a inclus ça dans son PP parce qu'on l'a évoqué dans la tablette, on l'a évoqué. Il s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui dysfonctionnaient, hein, les kebabs, les frites, c'était pas forcément dans les légumes et les fruits 3 fois par jour. Mais donc, oui, en fait, lui comme d'autres, ça leur a permis d'inclure des objectifs dans leur projet personnalisé en lien avec la santé. Je repose encore une fois la question. Hein. Sur un contact auprès de vous, je vais remettre l'adresse. Il y a le site internet ma santé 2 en chiffres .point 0. D'accord. Mais on peut Vous voyez effectivement tout le dispositif et les outils et actions qui ont été développés dans le cadre du projet Ma Santé. Et on vous demande. Et vous interpellez. Puis... D'accord. Ok. Alors Pierre, merci beaucoup. Merci pour vos témoignages. Pierre-Marie Lebrun, vous avez été à l'écoute de tout ça. C'est quoi votre commentaire? Ce que je retiens, moi, c'est que le numérique commence à rentrer un peu dans le domaine médico-social. Alors, il y a 2 approches, là, on a entendu un tout petit peu différentes. Une approche un peu accompagnée, hein. Enfin, là, moi, c'est comme ça que je le comprends. Mais ce qui m'a un peu fait tilt, c'est ce qu'on a entendu pour les EHPAD. Pourquoi ça fait tilt? Parce que, manifestement, de ce qui s'est passé pendant les confinements, en termes de soins, il faut qu'il reste quelque chose de ça, de l'expérience. Moi, j'ai assisté à de nombreuses réunions du médico-social EHPAD, surtout, je dois dire, de l'ARS, hein, parce qu'il y avait une réunion tous les mardis, On en a peu parlé quand même dans ces réunions-là de cette affaire-là. Hein.
il va être temps de s'en occuper un petit peu, parce que ça prouve simplement, enfin moi je trouve, que la notion du soin dans les EHPAD, il y a encore à y retravailler pour essayer de l'expliquer et de faire entrer des innovations dans cette notion de soins. Il y a eu pas mal de choses, hein. Enfin, il y a eu les équipes mobiles, il y a eu des trucs, hein, par rapport aux EHPAD. Mais on voit bien que vous avez envie quand même de garder des choses en termes d'accès aux soins, d'innover, peut-être de déplacer moins les personnes vers des soignants, vers l'hôpital, vers tout ça. Enfin, tout le monde sait bien que quelquefois, être hospitalisé quand on est en EHPAD, c'est une perte de chance. Enfin, moi je le dis, moi je suis très libre, je le dis. Ce serait mieux que ce soit pas ça. Et on entend là des trucs qui vont peut-être dans un sens positif. Donc moi je souhaite que l'ARS, c'est bien, son directeur n'est pas là, donc on peut le dire. Mais il a des représentants dans la salle. Peut-être, parce que c'est l'ARS qui est responsable du soin dans les EHPAD, hein, faut pas se leurrer. Peut-être que l'ARS, il est temps qu'il organise un petit peu une rencontre avec les acteurs principaux pour redéfinir un peu la notion de soins. Le médecin traitant, alors c'est vrai, il y a des médecins qui viennent dans les EHPAD, c'est vrai, puis il y a aussi des résidents pour lesquels, parce qu'ils sont, l'EHPAD est loin de l'endroit où ils habitaient, le médecin traitant ne vient plus, enfin bon, il y a le médecin coordonnateur. On sent bien quand même que par rapport aux soins dans les EHPAD, avec des résidents qui vieillissent beaucoup quand même, année après année, la moyenne, il va être temps quand même de repréciser quelques trucs, d'augmenter le nombre d'infirmières. Enfin bon, c'est pas seulement rajouter une infirmière, on voit bien qu'il faut faire évoluer les pratiques. Enfin moi, c'est ce que j'ai retenu. Merci beaucoup. Prenez le micro, madame. En fait, le problème, c'est pas les EHPAD. Le problème, c'est les spécialistes qui ne veulent pas faire la téléconsultation. Parce que nous, les EHPAD, on est tous partants et on n'arrête pas. La réunion qu'on a eue avec l'ARS, avec les EHPAD, on attend toujours, ça fait 1 an et demi qu'on attend la réponse du CHU, les spécialistes qui veulent s'engager dans les téléconsultations. En fait, nous, on veut bien faire des consultations, mais si vous n'avez pas de spécialiste derrière l'écran, avec qui vous allez faire. Le problème, c'est ça. Le problème, c'est que les EHPAD, ils veulent garantir le soin dans des meilleures conditions. C'est toujours bien de garder le résident dans son lieu de vie, ne pas le perturber, mais on a un souci que les spécialistes préfèrent toujours la consultation sur place. Oui, mais vous savez que l'ARS, elle a un certain pouvoir par rapport au CHU, quand même. Ça ne bouge pas depuis 1 an et demi. Donc. Ouais, il suffit de faire bouger les choses.